à cette période-là, on n'avait pas en fait, du moins moi, j'avais pas vraiment la perspective de je vais créer une marque qui va faire des millions et des millions, je vais faire des millions de t-shirts, puis faire des... C'était vraiment quelque chose que j'aimais. Je dirais aussi, commencer à entreprendre quand on est étudiant, ça déstresse et ça dédramatise un petit peu l'entrepreneuriat. Pour d'autres. Et je suis juste allé comme ça. Et ça a été vraiment ça, le tournant en fait de ma vie. Parce que juste cette impulsion-là m'a fait aller vers lui. Tu verras en fait, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que on confie beaucoup plus de responsabilités de directeurs d'entreprise à des gens qui ont déjà eu l'expérience en fait de l'échec et de la faillite. Mmh. On dit qu'aux États-Unis, il faut faire 7 fois faillite pour réussir. Exactement. Il y a mon père qui avait souvent l'habitude de dire on ne sait commander que ce que l'on ne sait exécuter. Super, je pense qu'on va être lancé tout doucement, Daniel, dans cet épisode-là. Yeah. Qui s'avère intéressant, en plus dans un cadre vraiment sympathique. Dans le studio. Dans les studios de One Shot. C'est ici, ça. Dans le quartier de Palmeraie, à Abidjan. Palmeraie, enfin plus Riviera Bonhomin. Okay. Riviera Bonhomin, Palmeraie, c'est beaucoup plus en bas. Très sympa d'être ici, d'avoir cette petite discussion avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Sacha. Très, très cool d'être là. Comme quoi, aller au sport, aller à la salle, ça permet de rencontrer des gens. Allez tous au sport, ça aide. Non, c'est important, c'est clair. Daniel, j'ai eu vraiment envie de faire cet épisode avec toi aujourd'hui pour un peu savoir un petit peu une overview de l'écosystème de la com, du design, un peu aussi peut-être des influenceurs en Côte d'Ivoire. Si tu peux vraiment nous donner cette approche sur le terrain, à quoi ça ressemble à l'intérieur de la black box, de promouvoir des marques en Côte d'Ivoire, d'être un influenceur en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça apporte, toute cette partie design, le background que tu as eu également. Et donc j'aimerais encore une fois faire un peu cette approche en 2 temps, où dans un premier temps je vais te laisser te présenter brièvement. Donc qui es-tu aujourd'hui ? Donc quelles sont tes différentes activités qui animent un peu tes journées, tes mois ? Et dans un deuxième temps, j'aimerais chronologiquement un peu dérouler ton expérience et un peu que tu nous racontes tes premières formes d'entrepreneuriat que tu as eues dans ta vie, tes premières connexions au milieu du shooting, au milieu du mannequinat, au milieu du design, au milieu de la communication, pour un peu décortiquer ton état d'esprit, pour essayer de savoir comment le Daniel d'aujourd'hui est actually devenu le Daniel d'aujourd'hui. Donc voilà, si le programme te va, on est lancé. Je suis Ian Daniel Damessi, plus communément Daniel Damessi, c'est comme ça que les gens m'appellent. Je suis économiste de formation et j'exerce dans le milieu de la com, de la production audiovisuelle et voilà. Après, il y a tellement de ramifications, tellement de choses là-dedans, en fait, que je sais pas exactement quoi expliquer. Déjà, donc, tu veux que je retrace un peu le parcours et tout, comment est-ce que ça a commencé, alors? Gardons aujourd'hui, donc t'es entrepreneur, t'as lancé une boîte de communication qui s'appelle One Shot. Tu travailles avec différentes marques pour leur faire des vidéos promotionnelles. Tu as été également actif dans le design, tu as été actif dans le mannequinat, tu as fait pas mal de choses, donc ce qui donne un petit peu de compréhension dans cet écosystème. Et on peut commencer par voir chronologiquement. Donc tu étais, je pense, peut-être autour de tes 15 ans, 16 ans. Disons 16-17 ans. Okay. Ça remonte à 2016. 2016, disons que je viens d'avoir mon bac. Et bien avant même d'avoir eu mon bac, j'avais déjà un esprit, comme les Ivoiriens disent, grouilleur. Je grouillais déjà, en fait. Je grouillais depuis 4e, 3e, je grouillais déjà. J'avais et j'ai toujours d'ailleurs, un certain esprit particulier, axé beaucoup sur la mode. J'aimais beaucoup m'habiller. En vrai, je te dirais que tous ceux qui ont été un tant soit peu mannequins dans leur vie aiment se faire voir un peu, tu vois un peu, pas péjorativement parlant. Ouais. Et j'avais en fait ce goût de bien m'habiller, de pièces particulières, et j'ai cherché en fait comment le faire, comment m'habiller en fait comme je veux, comment m'habiller de sorte à refléter ma personnalité, quelque chose de particulier. Et je suis tombé en fait au hasard dans mon quartier sur une petite usine, une petite unité de production en fait qui faisait des t-shirts, promotionnels pour des entreprises et tout. Et je leur demandais en fait, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir faire des t-shirts que moi je design. Okay. Et en ce temps-là,
je bossais avec un ami, on avait eu l'idée ensemble, parce que lui voyait le côté beaucoup plus business de la chose. Moi, c'était plus avoir des pièces intéressantes, m'habiller et tout. T'avais envie de le faire pour toi. Yeah, plus que le business. C'était beaucoup plus pour moi, en fait, que pour le business. Et on s'est dit, en fait, faudrait qu'on lance un truc comme ça. Et on est allé à l'usine, on leur a posé la question. En fait, on est allé à l'usine, on leur a posé la question, est-ce que vous pouvez faire, en fait, des t-shirts ou des pulls, ce genre de choses-là que nous, on dessinerait. Ils nous ont dit OK. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc, je dessine parce que c'est moi qui dessinais. Lui, c'était beaucoup plus la partie technique, la partie marketing, comment faire vendre. Je dessine, il produit. C'est bien, équipe complémentaire. C'est ça en fait. Et c'est quoi, c'est un camarade de classe à toi? Non, c'était un camarade de quartier. Ok. C'était un camarade de quartier. On s'était connus en fait juste avant de passer le BEPC. On bossait ensemble. Le BEPC, c'est quoi? C'est le bac en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas le bac en fait. C'est quand tu es en troisième. Okay. Ici, troisième, tu as un examen que tu passes avant d'aller en seconde. Okay. Donc c'est ça qu'on a. C'est le brevet ivoirien. C'est le brevet, voilà, c'est le brevet ivoirien. Si. D'accord. On s'est connus comme ça, on étudiait ensemble, puis nos esprits ont vraiment matché. Ouais. Et on est devenus amis. Lui aussi aimait bien la mode, cet univers-là. Non, pas du tout. Franck Yao, il s'appelle. Et lui, c'est un intellectuel. Okay. C'est un intellectuel. Il est vraiment dans tout ce qui est stratégie, tout ce qui est la tête en fait dans les livres et tout. Moi, j'étais beaucoup plus, un peu de ça, mais beaucoup plus tourné vers tout ce qui était art, création, créativité et tout. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. On a développé des liens, on partageait la même vision. Quitté en fait de notre petit quartier de Marcory pour faire des choses particulières. Moi je le faisais surtout pour moi, hein, pas pour un esprit de me faire du sou derrière, mais disons que c'est comme ça que les choses évoluent parce que tu es jeune et tu vraiment aller vers les parents. Non, il faut commencer à grouiller en tant que T'avais envie de prendre ton autonomie, ton indépendance. Exactement, c'est ça. Et c'est dans cette optique-là en fait qu'on s'est mis ensemble et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On va vers l'usine, on leur demande OK, est-ce que vous pouvez faire en fait des usine de quartier ou petite usine de quartier, mais qui fait quand même de grosses productions pour des entreprises. Je parle de milliers de t-shirts en fait pour des entreprises en fait qui font souvent des campagnes publicitaires et tout, des activations, ce genre de choses. Et nous on va en fait avec notre petit projet, on a juste besoin de 2-3 modèles pour des gars en fait qui ont l'habitude de produire des centaines, des milliers. C'était vraiment en fait avoir du cœur et aller tester quoi. So, on a tâté le terrain, on y est allé. On a eu 2-3 modèles qui sont sortis premièrement, on les prend, on essaie de contacter quelques petites boutiques. Est-ce qu'on peut exposer nos t-shirts chez vous? Donc là, l'investissement un peu pour produire ces premières pièces, c'est vraiment ton argent de poche? C'est vraiment l'argent de poche. Okay. C'est vraiment l'argent de poche. C'est pas plus que 10 000 francs. J'aime en fait, j'aime en fait, généralement les podcasts d'entrepreneurs qui disent que j'avais juste une petite cuillère, mais finalement j'ai un restaurant maintenant. Et les gens en fait ont l'habitude de se moquer de ça, mais c'est une réalité assez particulière en fait, qui après dans la suite de mon récit, tu verras que on commence avec quelque chose, puis on se rend compte qu'on n'a pas forcément en fait toute la pensée qu'il faut avoir, toute la pensée financière, toute la gestion en fait derrière le business pour pouvoir utiliser son capital et creuser encore, faire de plus. Il y a de la connaissance qu'on apprend seulement en faisant. Il y a de la connaissance qu'on apprend seulement en faisant en fait avec l'expérience. Donc on commence comme ça, on arrive à faire vendre 2-3 pièces et tout finalement, puis après, quand on commence petit, on se protège aussi d'une certaine manière de faire seulement les tâches qui sont essentielles. Exactement. Souvent, l'entrepreneuriat est un peu ce concept de MVP, de Minimum Viable Product. Yeah. Et quand tu commences à en fait aller dans l'usine de ton quartier et seulement faire quelques pièces, tu valides un petit peu tes hypothèses déjà que ton design est de qualité et que les gens sont prêts à acheter avant de passer à une échelle supérieure. Et donc tu commences à valider un peu ces hypothèses petit à petit pour commencer à faire un business qui peut éventuellement mener à quelque chose de grand, quoi. C'est ça. Et disons que, je le dis, je le répète encore, à cette période-là, on n'avait pas en fait, du moins moi, j'avais pas vraiment la perspective de je vais créer une marque qui va faire des millions et des millions, je vais faire des millions de t-shirts, puis c'était vraiment quelque chose que j'aimais. C'était parti vraiment sur la passion de je pense que c'est rare quand même de commencer avec cette optique-là. Et je pense que pour aller loin dans quelque chose qui peut mener à vraiment de grandes choses, c'est quand même difficile de partir avec l'état d'esprit de je veux faire des millions de pièces vendues, des milliards de pièces vendues, parce que déjà de mon point de vue personnel, j'ai l'impression que ça met quand même une atmosphère de stress un petit peu quand on se fixe des objectifs tellement gros qu'on observe tout le chemin à parcourir, ça peut être facilement démotivant. Alors que si on prend seulement le driver de
voilà, de la passion, du hobby, etc., c'est quand même beaucoup plus motivant parce qu'on a la direction, pas forcément l'objectif qui est bien établi. Et on peut beaucoup plus profiter du processus. J'ai beaucoup l'habitude, en fait, d'écouter des podcasts, des enregistrements audio de gens qui ont existé et qui ont compris, en fait, l'essence de la richesse. L'essence de la richesse et de la prospérité, qui est, par définition, la fusion du besoin et du talent. C'est comme ça, en fait, qu'on crée la richesse. Tu analyses un besoin que tu essaies de coupler avec ton talent. Et c'est avec cette fusion-là que tu arrives à créer de la richesse et que tu arrives à devenir prospère. Donc, ça part déjà de quelque chose que tu as en toi, qui est le talent, que tu cultives. Et ton talent, en fait, c'est quelque chose qui est censé, en vrai, il y a des gens qui sont talentueux, qui ont certaines choses qu'ils font, mais qui ne sont pas passionnés. Mais ton talent, en fait, est censé te passionner. Et à tout ça, en fait, tu rajoutes la passion. Et quand tu rajoutes la passion, il y a aucune raison pour que tu puisses échouer là-dedans. Quand on regarde, en fait, les plus grosses entreprises qui se sont faites au jour d'aujourd'hui, je vais parler de Facebook, je vais parler de YouTube, je vais parler de toutes ces grosses entreprises, Apple, qui aujourd'hui, en fait, sont vraiment des géants dans ce monde, ont commencé par un besoin. Il y a un esprit derrière qui s'est dit qu'il faut que je puisse solutionner tel problème. Et avec ce problème que je veux solutionner, j'ai cette chose que j'arrive à faire. J'essaie de coupler les deux et j'ai créé, en fait, ce genre d'entreprise-là qui font au jour d'aujourd'hui des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Donc, ça part, en fait, du besoin de solutionner un problème, un besoin, en fait, de la masse pour pouvoir créer de grandes choses, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le problème que tu identifiais au début, au bout de quelques mois, quelques années, tu peux être complètement en train d'essayer de solutionner un autre problème. Parce que c'est justement quand tu es sur ce terrain, en faisant, que tu vas comprendre peut-être que le besoin que tu as identifié à la base, en fait, c'est un autre. Peut-être que toi, tu as commencé avec les vêtements et au final, tu te rends compte que, je sais pas, c'est peut-être ça aurait été les bijoux peut-être qui auraient marché vis-à-vis du design que tu proposais. Yeah. Et donc vraiment faire pour essayer de savoir plus qu'est-ce que les clients veulent et comment tu peux apporter ton talent à ce que tu es en train de faire pour vraiment fitter à une solution qui peut solutionner quelque chose. Et c'est clair parce que dans le temps, quand on commençait ça, c'était parce qu'on avait vu que le genre de modèle que je dessinais, c'était des choses qui n'existaient pas sur le marché, qui étaient généralement faites par ces produits en Chine, puis on fait venir ça dans les boutiques, mais disons que avec la plus-value du fait que ce soit des jeunes du pays, de la ville d'Abidjan, en fait, qui produisent et qui vendent, c'était une plus-value, en fait, pour nous. Même s'il n'y avait pas vraiment l'esprit business derrière, mais on voulait le faire ici et pouvoir le vendre à tous ceux qui nous entouraient. En fait, il y avait vraiment une vision de s'habiller de pièces particulières, en fait, derrière cette chose-là. Et donc, on commence comme ça, on vend quelques pièces et tout, on arrive à se faire un peu de sous, puis par la grâce de Dieu, et là, à ce disons moment-là, vous vendez à qui? Mais avant toute chose, j'ai le stress du podcasteur de vérifier si le micro est bien lancé. Vas-y. C'est bon. Okay. Ça aurait été vraiment dommage avec tout ce qu'on a dit déjà. Ok. So, yeah. Et qu'est-ce que tu demandais? Je disais, tu commences à vendre à qui? Tu commences à vendre à tes amis, les membres de ta famille? D'accord. Je commence pas avec mes amis. Parce que je n'en avais pas beaucoup, à vrai dire. Okay. Et encore moins qui aurait pu juste comprendre l'esprit de il fait mais disons même qu'il n'avait même pas franchement les moyens de pouvoir s'acheter ce que je faisais, même si c'était vraiment rien compris. Je te parle de peut-être création que je vais vendre à 8 000, 10 000 pièces. 12 euros à peu près. Tu vois un peu. Et dans le temps, en fait, on avait quoi, on avait 15, 16 ans. Et les gens, en fait, de notre promotion n'avaient pas. Ce que tu as envie et tu l'emmènes directement à l'usine? Je dessine sur papier. Okay. Je l'emmène à l'usine. Voilà, en fait, ce que je veux finalement. Je veux que le col soit comme ça, que les manches soient comme ça, que les manches dépassent un peu 3/4, ce genre de choses. Et il y a en fait le maître de patronage qui comprend en fait ce qu'on explique. Il fait un nouveau patron pour le type de dessin, de design qu'on vient de créer. Il coupe, quand il finit de couper, fait passer à la machine et puis ça suit le cours. Okay. Et c'est comme ça que ça commence. On fait pas vraiment beaucoup de pièces, tu vois, pas vraiment beaucoup de pièces, juste 2-3 pièces parce que il y a un coût de production. Tu peux pas faire même 10 pièces là parce que tu n'as peut-être qu'un petit 5 000 francs en fait sur toi pour voir. Donc avec 5 000 francs, tu fais peut-être deux modèles, tu vois. Et à qui est-ce que je vends? Je vais en fait, dans le temps, il y avait une boutique, le patron en fait d'une boutique qui m'aimait bien
Et Le Moussa, il réseau au s'appelait. plus jeune âge. Yeah. Moussa, il s'appelait. En fait, il avait vu une particularité chez moi, en fait, un esprit assez particulier. Il m'aimait bien, tu vois. Et je le conseillais, en fait, déjà dans le temps sur la manière de tenir la page, parce que c'était vraiment dans les débuts de Facebook, tenir sa page, faire des Ok. photos assez particulières et tout, de tel ou tel modèle, telle ou telle chaussure, pour que les gens puissent avoir une certaine visibilité sur les produits qu'il y a dans sa boutique. C'est comme ça, en fait, qu'on est rentré Mhm. en contact. Et puis, quand j'ai été prêt moi-même à faire sortir, disons, ma marque, ou mes pièces, parce qu'il n'y avait pas vraiment de nom dessus. C'était vraiment des pièces indépendantes comme ça qui nous a inspiré le nom de Independent Clothing, Ok. IC. So, Donc c'était ton vraiment état quelque chose, d'esprit de jeune adolescent qui voulait être indépendant, tu l'as c'est un peu ça en mis dans fait. ton nom de marque. Exactement. Pour que, en fait, ce ne soit pas, disons, une marque qui, euh, qui soit vraiment affiliée à un état d'esprit, mais quelque chose de vraiment indépendant, de se dire que, ah voilà, j'ai tel modèle, il est joli, je le porte, voilà, c'est tout. Il n'y a Ok. pas d'esprit dedans, il n'y a Ok, pas ok. de, voilà, c'est juste pour la beauté de bien s'habiller, en fait. Mhm. Juste pour ça. Et on continue comme ça. Donc On là, rentre en 16, contact 17 avec le ans. gars. 16, 17 ans, on rentre en Ouais. contact avec le gars. On expose nos produits et ça vend. Ça Ok. vend une pièce, deux pièces. Et le projet n'a pas duré vraiment longtemps parce que, comme je disais, en fait, par la grâce de Dieu, mon ami a eu l'opportunité de plusieurs bourses et il a allé continuer ses études donc lui, il a eu le bac un an avant moi. Il D'accord. allait continuer ses études aux États-Unis. Donc, j'étais le seul qui était resté là. Et le projet était, j'essaie de continuer, en fait, le projet, de faire d'autres modèles, de continuer un peu. Puis, un jour, je vais à l'usine et je rencontre, en fait, un gars qui faisait, disons exactement les mêmes modèles que moi je voulais faire, que moi j'aspirais à faire avec un peu plus de sous, que je me débrouillais, peut-être je fais une pièce, deux pièces, mais je sais qu'il y a encore 5, 6 modèles que je n'ai pas la possibilité de Mhm. produire parce que j'ai pas les sous pour ça. Je vois que le gars le fait, il le fait avec du meilleur tissu, il le fait avec un logo, une identité pour la marque. Je sais que ça c'est quelque chose de vraiment gros. Et quand tu viens, il gagne une Mercedes ML 350 dans le temps. Tu vois la Mercedes, tu te dis que ce gars en fait, il a les sous, il a la possibilité de faire ce que toi tu peux pas. Mais en tout cas, c'est en fait c'est le même esprit. Et je le vois une fois, deux fois, trois fois, qui vient récupère comme ça des grosses valises, des gros sachets. Puis un jour, je dis, ah, vraiment, j'aime ce que vous faites. Enfin, ce jour-là, je sais vraiment pas ce qu'il m'a appris. C'est comme David qui va voir Goliath pour lui dire que j'aime bien, tu te défends pas mal, en Le fait. Je petit vois, là. non, non, toi, tu vois. Et je viens comme ça, je lui dis ça, que j'aime bien ce que vous faites. Moi, je fais un peu pareil, mais à plus petite échelle et tout. Genre, j'essaie un peu de me débrouiller. Juste, je lui demande rien. J'ai juste eu l'impulsion, en fait, d'aller vers lui et juste lui dire ça. Mhm. Et il me dit, on se présente en fait, et il me dit en fait que lui il est venu en Côte d'Ivoire justement pour pouvoir bosser avec des jeunes créatifs comme moi. Ok. J'avais quoi, 16, 17 ans, je me rappelle pas trop, 16, 17 ans. Je t'arrête parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils lancent leur business, leurs activités, et ils voient un peu quelqu'un de plus gros qui fait les choses mieux, qui fait les choses à plus grande échelle. Beaucoup peuvent être tentés d'arrêter parce qu'ils se disent, ah, en fait, c'est bon, il y a déjà quelqu'un qui le fait, le marché est déjà pris. Mais toi, je trouve, enfin, avec ce que tu m'as dit, t'as eu quand même l'initiative d'aller lui parler, aller expliquer ce que tu fais. Et je pense qu'il y a peu de gens peut-être qui feraient ça, d'aller aussi cash voir la personne. Comme je dis, en fait, c'était vraiment une impulsion que je n'ai pas compris moi-même. Parce que je suis quelqu'un d'un naturel très réservé. Je réfléchis beaucoup. Et ce jour-là, je pense que j'ai juste, et je suis juste allé comme ça. Et ça a été vraiment ça, le tournant, en fait, de ma vie. Parce que juste cette impulsion-là m'a fait aller vers lui. Il m'a dit ça. Moi, je viens ici en Côte d'Ivoire pour bosser avec des jeunes comme toi. Et j'ai commencé en fait à le fréquenter. Malik Dalmeda, il s'appelle. Il est aujourd'hui le patron de Novate Media. On continue même à travailler ensemble. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi, ce monsieur. Il était lui aussi dans la vingtaine. Disons que je pense qu'il devait avoir peut-être entre 26 et 27 ans. Donc jeune entrepreneur aussi. Et il venait s'installer ici en Côte d'Ivoire pour lancer un concept store, une boutique qu'on appelait dans le temps Atelier Têtu, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, comme il a dit, il venait bosser avec des jeunes comme moi. Donc, j'ai commencé à bosser avec lui en tant que designer. Quand j'ai eu mon bac, je me rappelle le jour où j'ai eu mon bac, j'ai juste pris mon téléphone. Je l'ai appelé, j'ai eu mon bac, c'est fini. On commence à bosser quand, viens me prendre, on va tourner en même temps. Tellement j'étais Fini les excité, en études, fait. fini les cahiers. Franchement, j'avais juste envie, en fait, de me lancer dedans. Et 1, 2 mois plus tard, il m'a rappelé. Et c'est là que je suis allé, dans les locaux de l'ancien atelier Têtu. Et c'est là qu'on a défini mes charges. Donc, en tant que designer.
Ok. Donc j'ai commencé à bosser là-bas au bout C'était de... vraiment un job à temps plein direct? C'était vraiment Ok. un job à temps plein. C'était en fait la passe entre la terminale et ma première année d'université. Donc j'avais à peu À ce près 3 moment-là, est-ce mois. que t'es quand même tenté d'aller à l'université, sachant que voilà, t'as l'impression d'avoir déjà trouvé ta passion, tu as déjà un job directement? Oui, bien sûr, L'université parce que restait quand j'ai même pas le choix. Avec les parents africains, là, ok. tu vas dire quoi? Que non, moi, je laisse les écoles pour aller faire quoi, des vêtements. Tu as menti. Tu as menti, tu vas aller faire forcer. Non, tu peux pas. C'est pas possible, ça. Ça m'a même pas effleuré l'esprit, même, en vrai. Et puis, j'ai vraiment une grande gueule, moi, en vrai. Donc, j'imagine euh, juste laisser les études et puis continuer dans l'entrepreneuriat dans le temps. Non, je me dis, il faut que j'aie mes diplômes parce que Ouais. je parle un peu trop pour aller m'asseoir quelque part un jour et puis qu'on me dise que non, toi, tu parles pourquoi t'as pas de diplôme. Ouais. Non, je vais pas être dans cette situation-ci. Donc, je me dis, il faut que j'aie mes diplômes en plus de tout ce que je fais comme activité à côté. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, peut-être même plus qu'en Europe de ce que je connais, est-ce que le fait d'avoir un diplôme ajoute vraiment une grosse crédibilité dans quoi que ce soit qu'on fasse, comme que ça soit du shooting, de la communication, etc. Oui, bien sûr. Je vais en fait y En arriver. Europe aussi, hein. Mais Yeah. est-ce que tu penses qu'il y a un effet supplémentaire en Côte d'Ivoire vis-à-vis des diplômes et des études? Il y a très certainement. Il y a très certainement, en fait, avoir fait des études. Disons que c'est parce que j'en ai fait, moi, que j'ai la capacité, en fait, au jour d'aujourd'hui, à converser avec des clients qui ne viennent pas seulement d'ici en Côte d'Ivoire, en anglais, par exemple. Ok. Je parle anglais. Ça, tu l'as eu grâce aux études. Et ça, c'est grâce aux études. Je n'ai pas, à proprement dit, étudié l'anglais en formation comme certaines personnes le font. C'est vraiment l'anglais académique qui vient de tout ce que j'ai pu faire de sixième jusqu'à l'université, qui m'a aidé à pouvoir développer, avec l'amour en fait de cette langue-là, pouvoir développer cette aptitude. Mais c'est quelque chose, comme je l'ai dit, je reviens aux études, en fait, c'est quelque chose que je n'aurais très certainement pas su si j'avais arrêté à un certain moment ou si j'avais pas fait en fait mes études. Et en termes de reconnaissance sociale, disons que quand j'évolue de designer, puis de designer à photographe, et de photographe à mannequin, non plutôt de designer à mannequin et de mannequin à photographe, et que je suis un mannequin en fait en Côte d'Ivoire, je fais de l'économie comme étude. Tu fais économie, tu es mannequin, qu'est-ce que tu... Et c'est ça en fait la perception des gens, ils se disent, oh, juste là en fait, tu remontes dans leur estime en fait, parce qu'ils se disent que tu fais pas ça parce que t'as besoin de te mettre 2-3 000 francs en poche, tu fais ça parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant quoi. C'est surtout ça en fait la pensée des gens ici. Et je pense que c'est pas forcément mal, parce que avoir le courage de continuer les études, même quand on est entrepreneur, surtout en fait, ça relève de la soif d'apprendre. Et en tant qu'humain, on meurt vraiment quand on arrête d'apprendre. Je pense que c'est vraiment ça. Donc aller à l'école, faire les cours et tout, c'est pas en fait le plus important en vrai. Même si j'aime à dire que j'aimerais avoir des diplômes pour pouvoir continuer à avoir la grande gueule que j'ai, c'est surtout pour apprendre. C'est surtout avoir de nouvelles connaissances. C'est surtout ça en fait l'important. Et être entrepreneur, être sur le terrain, rencontrer des gens, avoir une vie active d'entrepreneur, une vie dynamique, plein de rencontres, des rentrées d'argent. Est-ce que, d'une certaine manière, c'est pas un peu démotivant, lassant, ennuyeux d'étudier sur le côté? Je dirais, Frustrant, tu vois, oui. parce que tu pourrais faire plus pour ton business. Ça, tu n'es pas forcément focus à 100% sur les études et à 100% sur le, et inversement sur le aussi, business. tu es pas 100% focus sur le business non plus, ouais. Tu es obligé, en fait, de faire la part des choses. Tu auras, en fait, des fois où tu auras du 40%, 60%, du 30%, 70%, du 50-50. Donc, ça vacille vraiment. Faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup d'organisation pour pouvoir mener, en fait, les deux. Mener sa barque et arriver à bon port, tu vois. C'est vraiment pas facile, parce que il y a vraiment des moments où tu te dis, mais en fait, quand tu n'essaies pas d'avoir une vision à beaucoup plus long terme, tu te dis, en fait, je pars à l'école pour pouvoir avoir un travail qui va me payer peut-être, X. Et si, avec le business que j'ai déjà développé, je laisse juste l'école et puis je me fais la même chose, je me fais encore plus, quoi. Et tu as cette question-là, en fait, qui te trotte
Voilà. Dans la tête, et tu te dis non. Mais quand ta vision est beaucoup plus à long terme, par rapport à tout ce que tu peux apprendre quand tu suis une formation particulière. Alors, ma formation, moi, je te dirais, je suis en train de dire tout ça maintenant, mais elle a rien à voir avec ce que je fais. Mais elle a beaucoup à voir avec ce que j'aurais envie de faire plus tard, soit maintenant, qui est de créer une entreprise. Quand tu crées une entreprise, tu as besoin de beaucoup de notions. Tu as besoin de notions de management, de tout, de marketing. Il y a 14 métiers dans la même, dans le même c'est métier. vraiment en fait c'est vraiment en fait une expérience à avoir pour pouvoir bien mener sa barque en fait quand tu es entrepreneur, que tu crées ton entreprise toi-même après. Tu dois avoir quelques notions en comptabilité, quelques notions en finance, quelques notions en marketing, en management, en ressources humaines, en communication. C'est quelqu'un d'autre, tu dois comprendre. Tu dois comprendre en fait, parce que il y a mon père qui avait souvent l'habitude de dire, on ne sait commander que ce que l'on ne sait exécuter. Donc, si tu ne sais pas le faire toi-même, tu ne peux demander à personne de le faire pour toi. J'aime beaucoup ce qu'a dit ton père. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime à me répéter à chaque fois. So, tu ne peux pas vraiment, en fait, blâmer les gens avec qui tu travailles s'ils ne font pas correctement le travail, parce que toi-même, tu n'as pas vraiment de notion dedans. C'est comme, disons, quelqu'un qui est boulanger, qui veut se lancer dans, je sais pas, la conquête spatiale, par exemple. Il faut que tu aies une certaine connaissance du métier. Pas en tant que physicien ou physicien quantique, mais une certaine notion en fait de tout ce qui est espace, les planètes, avant de commencer à recruter quelqu'un pour dire bon voilà, construis-moi une fusée et puis je vais lancer un programme spatial comme SpaceX par exemple. Ça aurait pas de sens. Il faut avoir un minimum de notions, du moins pas vraiment. Pas l'aspect forcément super technique, super profond, mais avoir une notion en fait, une compréhension globale de tout le projet avant de te lancer dedans. So, ça aide beaucoup à ça aussi, les études. Dépendamment des études que tu choisis. Certains peuvent choisir en fait des études beaucoup plus générales, pendant que d'autres vont choisir des études beaucoup plus techniques, spécifiques, techniques par exemple. Mais avec la soif d'apprendre, tout peut s'apprendre en fait. Je dirais aussi commencer à entreprendre quand on est étudiant, ça déstresse et ça dédramatise un petit peu l'entrepreneuriat. Pour deux raisons. Tu vois, la première, c'est que au final tu es étudiant, donc tu n'as pas forcément d'attente de rendement, tu dois pas te donner à manger peut-être à la fin du mois parce que tu es encore étudiant, donc peut-être tu as la chance d'avoir le soutien de tes parents, etc. Et de l'autre côté, c'est que tu sais que si ton projet marche pas, peut-être t'as un peu le backup entre guillemets de tes études là. J'aime souvent dire que quand je commençais à entreprendre pendant mes études, j'étais frustré parce que les 3 heures que je prenais à étudier un cours de chimie des matériaux, les 3 heures là, je pouvais les passer à développer mon business. Donc j'étais vraiment frustré. Mais par contre, si on m'enlevait, et donc j'aimais bien dire, ça m'embête vraiment, j'aurais kiffé plutôt faire ça au lieu d'étudier ce cours-là. Mais en fait, si on avait enlevé cette partie cours, ça serait beaucoup plus stressant, tu vois. D'une journée à l'autre, tu sais que si ça va pas bien, bah au pire t'es étudiant, c'est pas grave. Mais par contre, si ça va pas bien et que tu n'es pas étudiant, c'est un peu toute ta vie professionnelle qui se passe pas bien. Et c'est donc, clair. Je pense pour moi qu'entreprendre en tant qu'étudiant, c'est peut-être une des meilleures périodes, car tu peux vraiment tester ce milieu, cette aventure, sans avoir trop de stress vis-à-vis de ça, quoi. C'est clair, parce que on ne réussit que lorsqu'on a échoué. Tu verras, en fait, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que on confie beaucoup plus de responsabilités de directeurs d'entreprise à des gens qui ont déjà eu l'expérience, en fait, de l'échec et de la faillite. Et on dit qu'aux États-Unis, il faut faire 7 fois faillite pour réussir. Exactement. Et alors qu'en Europe, tu rates peut-être 2 boîtes et plus aucune banque ne te fait confiance. Non, c'est clair, c'est ça en fait. C'est ça en fait la différence d'esprit entre ces deux milieux, être francophone ou être anglophone, c'est vraiment différent. Moi, je m'identifie beaucoup plus facilement en fait à la pensée des anglophones, qui est qu'il faut échouer. Parce que on prend, disons, l'exemple d'un bébé. Il faut qu'il essaie de se lever, qu'il tombe pour qu'il apprenne à marcher. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est quelque chose qui est vraiment continuel. Il faut échouer, se relever, échouer. Ce qui n'est pas intéressant, c'est quand tu échoues, quand tu tombes et que tu ne te relèves pas. C'est ça le véritable souci. Sinon, en vrai, être étudiant, entreprendre, avoir par la grâce de Dieu le soutien de ses parents, c'est vraiment une chance, parce que tu as ce soutien-là derrière et tu essaies. Tu échoues, tu reprends, tu fais mieux, tu échoueras encore peut-être et tu reprends.
mais fais de sorte à ne pas échouer ou tomber dans les endroits où tu es déjà tombé auparavant. Il faut vraiment apprendre, en fait. Il ne faut pas se dire, ah non, voilà, j'ai fait une erreur de comptabilité ici, après, je fais encore la même erreur. C'est-à-dire, je lance mon premier business, après, je sais pas qu'il faut garder le capital pour pouvoir le réinvestir et augmenter la valeur du business, parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce que tu fais, c'est que tu augmentes la valeur de ton entreprise avant de pouvoir te mettre de l'argent dans les poches. Et c'est ce qu'au début, je n'avais pas compris avec IC, que j'avais créé avec mon ami. En fait, directement, ce qui est investi, quand ça sort, on bouffe les bénéfices au lieu de réinvestir. Et c'est cette expérience-là, en fait. Tu avais pas ce fonds de roulement, entre guillemets, pour pouvoir produire plus de pièces. Pouvoir produire plus de pièces. Limité, tu pouvais pas faire 10 pièces d'un coup, par exemple. Yeah. Si à chaque fois tu réinvestis cet argent, tu peux faire de plus en plus, quoi. Et je suis en mesure de dire ça parce que quand je dis qu'il faut échouer pour apprendre et faire plus grand et qu'il ne faut pas échouer encore dans les mêmes endroits, j'ai fait cette erreur-là, en fait, d'échouer dans les mêmes endroits, tu vois. Et après, en fait, avoir commencé comme ça, avec ce premier business-là, je deviens designer, j'arrive en fait dans une entreprise où il y a des gens beaucoup plus expérimentés qui sont déjà dans le monde du travail. Et qu'est-ce que je fais, c'est que je commence, au bout de 2-3 semaines, j'emprunte en fait l'appareil photo de mon patron, de Malik. Je lui dis, j'ai besoin de ton appareil là, j'aime bien me prendre en photo, moi, de temps à autre et tout. Je prends l'appareil, je pars au plateau. Dans le temps, c'est au plateau, en fait. Vu que le samedi et le dimanche, à personne, tu as les buildings et tout, tu as des immeubles, tu as la possibilité de faire des photoshoots. Je fais des photoshoots, en fait, avec des t-shirts que j'ai créés moi-même pour la marque. À ce moment-là, aucun shooting tu avais réalisé, hein? Non, aucun shooting. J'avais réalisé aucun shooting pour des clients. Non, j'étais pas encore, J'étais pas encore dans ce domaine-là. Juste avant ces shootings que tu faisais au plateau, donc le quartier d'affaires ivoirien, être à 18 ans dans une boîte où tu dis qu'il y a des personnes plus expérimentées, est-ce qu'il y avait un peu ce syndrome de l'imposteur un petit peu, où, je sais pas, tu étais plus jeune que tout le monde, tu étais fraîchement sorti juste du bac, comment tu vivais ça? J'ai vraiment pas eu le temps de penser à ça. Mais c'était vraiment une atmosphère de jeunes. C'est vrai qu'ils étaient plus âgés que moi et déjà plus aboutis professionnellement. Mais c'était vraiment une boîte avec une atmosphère très conviviale, en fait. Et c'était des gens assez pros quand même qui valorisaient beaucoup plus la connaissance et les aptitudes que ce qui était diplôme ou âge ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment en fait une atmosphère. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Qu'est-ce que tu vaux? C'était ça le plus important, en fait. Et c'est cette foi-là, en fait, en la créativité que je dégageais qui a poussé Malik à me donner son appareil. Ah, ok, vas-y, fais ton truc. Je pars au plateau, je fais un shooting, 2 shootings, et puis voilà, je reviens et j'ai une certaine expérience. Et c'est ça, en fait, c'est cette foi-là en la créativité que je dégageais. Et Daniel, comment on fait pour faire un job en full time, des études et se lancer un petit peu dans le shooting? Alors en même temps? là, en fait, j'avais pas encore commencé. J'étais pas encore en première année. Là, j'étais encore. Tout ça, en fait, ça se passe pendant la passe de la terminale du bac à la première année. Ok, d'accord. Donc là, on fait quoi? C'est quoi, 3-4 mois? On est genre en juillet 2016, quelque chose comme ça. Voilà, juillet 2016 par là. On tend vers août. Et je fais 2-3 semaines, je fais des designs et tout vite fait. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'emprunte son appareil, je fais des shootings photos avec mes amis et des t-shirts qui sont déjà disponibles dans la marque et 2-3 t-shirts que j'ai designés moi-même. Puis, je reviens avec le truc et je les poste sur ma page. Ils voient, ok, voilà, vite fait. Je les poste sur ma page et j'ai une blogueuse dans le temps qui me contacte et qui me demande en fait d'être son photographe personnel. Je dis, ok, je sais que ce que je fais pour moi-même, je le fais bien, j'aime et je poste comme ça. Mais je ne me disais pas en fait que quelqu'un qui était déjà dans ce milieu en fait de la com et tout verrait ce que je fais et se dirait que lui là il peut me prendre en fait. Et on a eu un deal. Puis je la fais venir en fait dans les locaux de l'atelier Tétu. Je fais un premier shooting. Donc, c'était juste un ancien boîtier, un semi-automatique, semi-pro. Je fais un shooting sans flash, sans lumière continue, rien, absolument rien, juste avec la lumière ambiante. Je prends le truc, je pars après sur mon ordinateur, je fais 2-3 petites retouches. Et puis, je monte en fait à mon boss, il dit, attends, quoi? Et tu as fait ça juste avec l'appareil là, sans flash, sans lumière. Il dit, non, c'est pas possible. Dans les 1 à 2 semaines qui ont suivi, il a fait venir tout le matériel Pro Studio.
Caméra pro, flash, lumière, réflecteur, adoucisseur, tout, softbox, il a tout fait venir. Il dit bon voilà, ça, tu t'occupes de ça maintenant. Tu crées du contenu maintenant. Ces connaissances un petit peu de la photographie, de savoir capter la lumière, de pas faire de reflets, etc. Tu tirais ça d'où? Tu regardais ça par toi-même sur internet? Tu connaissais quelqu'un? C'est venu comment? Disons que j'ai toujours eu une certaine sensibilité à ce qui est bien réalisé. Ce qui est bien fait, ce qui est normal, ce qui est censé être comme ci ou comme ça. Et c'est ce goût-là, en fait, qui fait que je me dis, pour telle photo, il y a censé avoir telle quantité de lumière. Et pour telle manière de placer sa tête, si la lumière est ici, la lumière est là-bas, c'est joli ou c'est pas joli. Donc ça, j'ai vraiment toujours eu ça. J'ai toujours eu ça, que ce soit pour le design, les modèles, que les manches soient proportionnelles, qu'il y ait une fente ici, qu'il y ait une fente là, en fait, le goût des choses bien réalisées qui, en fait, m'entraîne dans absolument tout ce que je fais. Okay. Et c'est cet esprit-là qui fait que j'arrive à utiliser quelque chose qui n'a pas vraiment grande valeur et pouvoir faire sortir quelque chose de particulier qui me plaît à moi et qui finalement s'avère plaire à d'autres personnes. So, c'est toujours cet esprit-là, en fait, qui m'a conduit, mais que je dois avouer me vient de mon père, en fait. Mon père qui est quelqu'un de vraiment très carré, qui a commencé en tant que designer, maître d'ouvrage. Il avait un atelier à Marcory avec plus d'une vingtaine d'ouvriers. Tu as une équipe de 10 personnes par jour, 10 personnes par nuit. Et il faisait en fait du sur-mesure à plein de personnalités, à des ministres, des députés, des politiciens, des femmes de députés, de maires et tout. Et ça, c'était dans les années 90, vraiment dans les années 90. Puis après, il y a eu la mondialisation de tout ce qui est textile et tout. T'as un peu baigné déjà dans l'atelier. Et quand j'étais petit, de ton père, quand j'étais petit, disons que j'aimais bien le suivre, en fait, dans l'atelier. Mais là, c'était vraiment, en fait, ce qui sonne un peu comme le déclin, en fait, de cette première activité qu'il a eue et qu'il a pratiquée de manière vraiment autodidacte, sans formation, en stylisme, en design ou quoi que ce soit, de manière vraiment autodidacte, avec ce goût-là des choses qui soient bien tracées, bien millimétrées, un peu comme je pense que ce designer, ça doit être Yves Saint Laurent, en fait, qui était chirurgien et qui, je sais pas si c'était Yves Saint Laurent ou si c'était un autre designer. C'est pas cette histoire, mais c'est possible. En fait, je sais pas, faut pas que je mente, hein, mais il y a vraiment un grand designer qui à la base était chirurgien, il était médecin, et avec cette habilité-là qu'il avait avec ses doigts en chirurgie, s'est lancé dans la couture et il a vraiment bâti une grande marque et tout. Et c'est un peu cet esprit-là que mon père suit, de vraiment cette habilité avec les mains et de manière autodidacte. En fait, il se dit que voilà, j'essaie d'analyser, en fait, je prends un vêtement, je prends une jaquette, il démonte la jaquette, il voit comment est-ce que la jaquette est faite, voilà, il y a telle chose, voilà, il y a tel fil et tout, voilà le patron, quand tu démontes pièce, il démonte tout en pièces et il recoue lui-même. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a appris dans le temps, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait même pas de téléphone. En vrai, sur un pâté de 200, 300 maisons, t'as peut-être un seul téléphone. C'était un temps où il y avait que des livres. Donc, c'est soit tu sors, tu sais d'expérimenter, tu vas dans des bibliothèques municipales et tout, soit tu n'apprends absolument rien. Donc, il se jette dedans comme ça, il commence. Je pense qu'il y avait peut-être, ça reste toujours une forme de mentoring, mais je pense que, avant, tu vois, sans les réseaux sociaux, Internet, etc., voilà, pour devenir bon à un métier, il fallait connaître quelqu'un. Il fallait connaître quelqu'un du milieu qui te prenait un petit peu sous son aile et qui t'aidait à avancer. Mais aujourd'hui, avec toutes les bibliothèques de ressources qu'on a, chacun a son propre enseignant. On peut se faire prendre sous l'aile de simplement Internet et apprendre n'importe quelle discipline. C'est ça, c'est clair. Et c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il apprend le métier, puis qui nous transmet dans les gènes, parce que cette information-là, génétiquement, ça ne se perd pas. On prend, en fait, ce goût, en fait, des choses. Et quand je dis je parle de moi et mes frères. Et moi, je les développe beaucoup plus. Je les développe beaucoup plus, en fait, dans tout ce que je fais comme activité. Et c'est comme ça que après que Malik, mon boss, ait pris tout le matériel dont j'aurais besoin pour créer le contenu. C'était pas pour que je monte un studio, que ce soit. C'était au départ pour que je puisse créer du contenu pour le concept store et pour la marque, en fait, qui s'y vendait. La marque qui s'y vendait majoritairement, en fait. Et donc, d'un coup, tu fais quasiment plus de design et tu passes sur la partie... Je fais les deux en même temps. Okay. Je fais les deux en même temps. Donc, je suis à 50-50. En même temps, je fais les designs, en fait, que je propose, je soumets à validation. Et en fait, au sein de l'entreprise, il y avait un atelier. Désolé.
au sein de l'entreprise, il y avait un atelier, en fait, un atelier de production où tu viens, tu vois là, tac, 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 tu fais un dessin, tu fais passer ça, en fait, à l'atelier, on fait sortir le prototype passe maintenant en validation, il s'est validé, paf, on fait passer ça dans la marque et tout, c'est comme ça que ça évoluait. Okay. Donc, je continue toujours là et je m'entraîne parce que du matériel pro, matériel semi-pro, c'est quelque chose que de toute façon, je maîtrise pas vraiment. Donc, je m'entraîne. Parce qu'il faut pas savoir seulement faire des photos. J'avais commencé en tant que photographe. Faut pas savoir seulement faire des photos. Faut savoir aussi retoucher. Parce que là, on entend de parler, en fait, d'une marque de mode. D'une marque de mode qui se vendait majoritairement au Canada. Donc, il fallait, en fait, du contenu qui soit d'un certain niveau. Okay. La peau bien retouchée, le vêtement bien fait, bien clean. Fallait savoir retoucher. Donc, je passe toutes mes journées et toutes mes nuits sur l'ordinateur, les yeux dans l'écran en train d'apprendre Photoshop, comment retoucher, comment lisser la peau, comment retoucher de manière, parce que c'était surtout fashion. Et j'apprends jusqu'à ce que j'ai la capacité de pouvoir faire des shootings mode potables et qui soient même pas potables, même au-dessus même de la moyenne, même qui soient bien en fait. Et en parallèle de ça, je créais du contenu, vite fait des photos pour me familiariser avec l'appareil. Je créais du contenu pour la boîte, vite fait des photos du staff, ce genre de choses. Et je développais en fait après mon talent pour la retouche sur YouTube avec des tutoriels et tout. Et c'est comme ça en fait que je développe cette petite touche de retouche particulière parce que je mettais vraiment tout mon temps dedans. Et tout ça en fait, ça se passe en... C'est des choses que t'as eu envie d'apprendre par toi-même. Oui, t'as allé chercher par toi-même. Parce que je voyais en fait sur Internet un contenu, des visuels, des photos qui étaient 100 000 fois mieux que ce que je faisais. Donc je me dis, de tendre vers ça. J'essaie de tendre vers ça, j'essaie de faire ça. Et c'est toujours, c'est cette attitude de copieur un peu qui a fait que je me suis vraiment, j'ai vraiment essayé en fait de pouvoir reproduire ça. Donc j'essaie jusqu'à ce que je puisse arriver. Et quand j'apprends la technique et que je me l'approprie, qu'est-ce que je fais? J'essaie maintenant de mettre ma propre touche dedans. Okay. J'ai la technique, je sais comment ils font leur truc, donc il faut que je fasse quelque chose de particulier. Premièrement, tu copies un peu tu t'inspires un peu de la qualité des autres, et une fois que tu arrives à un niveau, voilà, de qualité qui est raisonnable et qui est satisfaisant, c'est là que tu rajoutes vraiment ta touche touche personnelle, et que en fait. tu sors ton art. Et une touche, en fait, qui se développe avec le temps, avec le goût, avec les exigences et tout. Donc, c'est comme ça que je pars. Et je suis toujours dans l'entreprise. Puis je suis là, je réfléchis avec mon boss et puis je pense en fait à une page, à créer une page sur Instagram. C'est pas une entreprise, c'est juste une page, une inspiration. Et dans le temps en fait quand je faisais les photos. Là les études ont commencé ou pas encore? Là les études ont commencé. Ok. Là les études ont commencé. T'es un peu moins full time dans ton Non, job. là je suis à mi-temps. Ok. Je suis vraiment à temps partiel. Là. Okay. Je suis vraiment à temps partiel. Je passe beaucoup plus de temps à l'école. Mais quand je rentre, je suis vraiment études d'économie, c'est ça? Études d'économie, c'est ça? Hein? Études d'économie. Comment tu considères Malik? Un peu comme ton mentor du design? Je considère comme mon premier mentor en design. Tu as d'autres mentors par la suite? Oui. Okay. J'ai d'autres mentors par la suite. Et c'est quoi vraiment donc tu nous as parlé un peu des hard skills que tu as appris, donc la photo, le Photoshop, etc. Mais tu dirais quels sont un peu voilà les soft skills justement que tu as appris de cette expérience dans cette boîte avec Malik? Qu'est-ce que tu en as retiré dans ton développement personnel pour la suite? Je sais pas Surtout comment dealer avec les gens. Parce que je suis quelqu'un de très réservé. Donc il faut pouvoir dealer avec l'autorité. Il faut pouvoir prendre l'habitude de travailler avec des gens. Donc tu commences toi-même. Tu fais ton dessin. Quand ton dessin passe, tu dois aller voir le chef de l'atelier, le maître d'ouvrage. Bon, voilà, j'ai tel dessin, je veux que ce soit produit. Voilà. Validation, hiérarchie. Donc, disons que les véritables soft skills que j'ai pu tirer, en fait, de cette expérience-là, c'est le professionnalisme. Okay. Comment dealer avec la hiérarchie. Parce que je suis quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à dealer avec la hiérarchie. Okay. Je pense que c'est aussi pour ça qu'après, je me suis lancé vraiment en tant qu'entrepreneur. Et c'est vraiment ce que ça m'a appris. Comment travailler en entreprise, les niveaux de validation, les niveaux d'approbation, comment, en fait, avoir des exigences de clients. Ça vient beaucoup plus tard, en fait. Avoir des exigences de clients et pouvoir satisfaire les exigences de clients dans les délais. Avec les deadlines et tout, parce que quand tu es artiste, tu te lèves en fait un matin, tu as envie de faire, tu n'as pas envie de faire, tu laisses et tout. Tu n'as pas vraiment de deadline, mais quand tu es artiste, entrepreneur, professionnel, qui a une relation avec des clients, tu te dois de tenir tes délais. So, c'est vraiment ça que ça m'a appris à un très jeune âge, parce que j'avais 18, 19 ans.
19 ans, 18 ans, peut-être, j'étais en première année. Et là, j'ai toutes ces informations-là qui me viennent. Donc, j'arrive en fait à l'université et j'ai une connaissance du domaine professionnel beaucoup plus accrue, beaucoup plus poussée que mes autres camarades promotionnaires. Mhm. Et c'est surtout ça en fait qui m'a marqué là-bas. Puis c'est quelqu'un en fait, Malik, que j'apprécie beaucoup parce que comme moi, il a plusieurs talents, plusieurs casquettes. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'apprends qu'il était aussi lui aussi, qu'il a fait un peu de photos, qu'il a travaillé dans un studio avant de pouvoir monter sa propre entreprise. En fait, il y avait l'atelier Têtu qui était le concept store. Il y avait une marque qu'on appelait Icaz qui se vendait majoritairement dans le concept store, qui se vendait aussi au Canada. Puis il y avait en fait une entreprise digitale de com qu'on appelait VisuArt. VisuArt, donc vision et art, VisuArt. Et VisuArt était vraiment dans tout ce qui était communication et impression. Donc il y avait tous ces volets-là qui n'étaient pas seulement de l'art, mais qui étaient en fait une relation avec plein de clients. Donc à côté de la photo de mode que je fais, en synergie. À côté de la photo de mode que je fais aussi du travail pour certains clients de l'entreprise VisuArt. Donc ça me permet en fait de rentrer dans un monde professionnel très 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 tôt. Tu te fais un réseau tôt aussi. Un réseau tôt, dans exactement. Différents domaines. Dans différents domaines, c'est ça. Et c'est comme ça que j'apprends au fur et à mesure, en fait, le monde professionnel. Tu vois. Et comme je disais, en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce il a plusieurs talents, plusieurs casquettes. Donc, il pense à tel projet. Je pense à la mode, il se met dedans. Il pense à la mode, il se met dedans. Il pense à la production, il se met dedans. Il pense à la technologie avec Novate Media, qui est aujourd'hui une entreprise qui table beaucoup sur la technologie, sur tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui facilite, en fait, l'utilisation de tablettes numériques, écran de présentation, réalité virtuelle, ce genre de choses. En fait, des choses qui ont peut-être même, parce que lui aussi, je pense qu'il est financier de formation aussi, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait, mais il touche un peu à tout. Voilà. En fait, tu as besoin de telle chose, c'est l'homme de la situation. Il sait comment gérer les trucs. Il sait quelle personne appeler. Voilà, tac, 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 tac. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai copié longtemps, en fait, dans sa manière de se jeter, en fait, dans plein de projets d'une manière assez organisée, organisation que j'avais pas. C'est la raison pour laquelle j'essaie de copier sur lui pour pouvoir en fait mener à bien certains projets, et ça me donne en fait le goût de faire de l'aventure, parce que je commence en tant que designer, puis là je deviens créateur de contenu, à côté photographe de mode, et je vois tout ce business là. Et j'ai une passion, en fait, pour le fait de me faire voir. Donc, je commence, en fait, le mannequinat. Je commence le modeling. Je continue. Je fais tout ça, en fait, concomitamment. Donc, t'es créateur de contenu, photographe, mannequin, et puis tu fais... se faire voir. Je sais que tu m'as dit c'est pas au sens conventionnel comme on peut l'entendre, mais c'est quoi? C'est que les gens te reconnaissent, voir une caméra et pouvoir t'exprimer d'une certaine manière. C'est quoi que tu entends vraiment le plus quand tu dis j'aime me faire voir? En vrai, je ne sais pas. J'aime juste le sentiment. C'est le moment où tu tournes le contenu, c'est le moment à l'après où des gens te reconnaissent, te donnent des feedbacks sur ce que t'as fait. C'est quoi là un peu la partie qui te drive le plus quand tu dis j'aime me faire voir? Déjà, en tant que mannequin, tu es appelé à faire des photoshoots. Tu es appelé à faire des shootings, tu es appelé à faire des défilés. Donc, en fait, le petit boost de dopamine que ça donne, en fait, de bien poser, d'avoir du bon contenu, bien réalisé, bien tourné, de poster, de voir les retours des gens. Ah, c'est bien et tout, tac, tac, tac. Tu arrives à bien mettre le vêtement en valeur. C'est satisfaisant. C'est intéressant. La passion de pouvoir, en fait, au milieu d'une rangée de plus d'une centaine de gens, marcher sans se soucier de tout ce qu'il y a autour, sous l'effet des projecteurs. C'est quelque chose de vraiment incroyable que je souhaite, en fait, à tout le monde. J'aimerais que tout le monde puisse vivre en fait un peu ce moment où tu es là, tu marches, tu as vraiment toutes les lumières sur toi, tu as les gens qui regardent et tu fais ton show. Ce petit spectacle là, le mélange d'adrénaline, de dopamine. C'est vraiment intéressant. En même temps, je partage en fait une passion pour plein de choses parce que comme je dis, j'aime ce qui est bien fait et bien réalisé. Sauf quand je switch de ça
parce que je mets en fait fin à ma carrière de mannequin aux alentours de 2019, fin 2019, 2020, qui coïncide avec la crise du corona, Covid, hein. du Covid. Je viens de finir 2 Fashion Week internationales, la Lagos Fashion Week. Je viens de finir aussi Glitz Africa Fashion Week au Ghana. Et je termine ma carrière de mannequin comme ça. Parce que là, je commence vraiment à ressentir le besoin, en fait, de me faire beaucoup plus de sous que ce que je me faisais avant. Parce que là, je suis toujours étudiant, mais disons que la famille passe par une situation assez particulière où je suis amené, en tant qu'étudiant et entrepreneur en même temps, à prendre soin de moi-même, à payer mes cours et aussi à soutenir la famille. So, je passe par cette période où je me dis, la passion, c'est intéressant. Il faut que je continue, en fait, dans un domaine qui me passionne tout autant, mais qui me permet, en fait, de pouvoir monétiser, de pouvoir faire, en fait, assez de sous pour soutenir moi-même, mon école et ma famille. Okay. So, c'est là que... 2020, tu as 22 ans? Là, disons que j'ai 20 ans. Ok. J'ai 20 ans. Okay. 21 ans par là. Ouais. Et je mets fin à cette carrière-là. Je me concentre beaucoup plus, en fait, sur la photographie. Okay. J'avais déjà créé... Qui prend des photos et des vidéos des mannequins maintenant. Yeah. Tu es passé derrière. Étant mannequin, je faisais déjà ça. Je suis moi-même mannequin, j'ai des amis mannequins, ça me permet d'étendre mon réseau aussi de photographes parce que, disons que tu es mannequin, toi, tu m'as moi comme ami et tu veux faire un shooting. Vers qui tu vas aller? Okay. Clairement vers moi, si c'est moi ton ami, tu vois. Et inversement, du coup. Et inversement, c'est clairement. Et tu travailles encore avec Malik à ce moment-là ou pas? Je travaille encore avec Malik, mais je ne suis plus vraiment dans l'entreprise. C'est vraiment en freelance qui m'appelle pour certains projets et tout. Voilà, tac, on a telle chose à faire, on a tel shooting et tout, on a tel client qui veut X et Y. Voilà. Mais par contre, le design, j'ai arrêté le design assez rapidement quand je me suis beaucoup plus concentré sur le mannequinat et sur la photographie. Okay. Yeah. Le design, je l'ai peut-être fait sur un an et demi, et puis après j'ai complètement switch sur le modeling et la photo. Dès que tu es rentré dans l'entreprise de Malik, tu as arrêté ta boîte personnelle, hein? Pardon? Les t-shirts, dès que tu es rentré dans la boîte de Malik, on est d'accord, tu as arrêté ton projet personnel? Ça j'ai arrêté en fait. Ok. Direct dès que t'es rentré. J'ai arrêté en fait directement pour me concentrer en fait sur la marque. Je me suis vraiment consacré à ça. Mais un peu plus tard, quand je quittais l'entreprise, même si je bosse toujours avec l'entreprise en freelance, un peu plus tard, quand je quittais l'entreprise, en fait, j'ai lancé un business toujours, enfin, j'ai continué le business et c'est là que j'appelle, en fait, mon ami aux États-Unis. Je lui dis, Faro, je vais utiliser, en fait, le nom de ce qu'on a créé ensemble et continuer le truc. Okay. Donc, je l'appelle, je lui demande la permission parce que c'est quelque chose qu'on a créé ensemble. Je pouvais pas juste continuer comme ça et puis voilà. Il dit, OK, vas-y, tu peux continuer. Donc, je reprends le nom de IC, Independent Clothing. Et après avoir arrêté le mannequinat, du coup. Yeah. Non, pas après avoir arrêté le mannequinat, pendant, concomitamment, en fait. Concomitamment. Je voulais te demander, Daniel, quelle est la perception des Ivoiriens, peut-être monsieur, madame, tout le monde ici, vis-à-vis des mannequins, du shooting en général? Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, qui est répandu ici, qui est accepté socialement, ou voilà, ça peut être un peu péjoratif parfois, en mode t'es pas un vrai travailleur, tu vois? Certaines personnes peuvent penser ça, que voilà, t'es juste là derrière une caméra, alors que peut-être moi je me réveille à 6 heures, je vends mes mangues, tu vois? Comment c'est perçu, tu dirais? Alors, disons que la majeure partie des mannequins ici en Côte d'Ivoire ne vivent pas de ça. Okay. Parce que... Pas possible d'en vivre ici? Non. Pourquoi pas assez de marques qui veulent promouvoir leurs produits? Il y a pas assez de marques, en fait, qui veulent promouvoir leurs produits ici, justement. Et disons que le pouvoir d'achat ici n'est pas vraiment ce qu'il est dans des pays beaucoup plus développés. Donc, très certainement, en fait, ça impacte sur le niveau de cachet que les mannequins peuvent se faire ici. Donc, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment vivre du coup. C'est des gens qui font autre chose, qui sont soit étudiants, qui étudient pour travailler dans certains domaines d'activité particuliers, ou des gens qui travaillent déjà dans certains domaines, ou voilà. Donc, c'est pas quelque chose dont les gens vivent vraiment ici. So, la perception en fait des gens vis-à-vis de ça, c'est que généralement, quand c'est les hommes, c'est c'est bien, c'est un mannequin, et lui, c'est un mannequin et tout, voilà, tac. La fille aussi, c'est un mannequin, mais généralement, les parents chez les filles vont dire, toi, tu es une mannequin et tout, tu vas aller défiler en bikini et tout. Donc, c'est un peu compliqué vis-à-vis des parents africains, tu les connais. C'est un peu compliqué, en fait, de leur faire gober ça. Et non, c'est même pas un peu, c'est beaucoup compliqué.
Et toi, avec tes parents, c'est passé Ah, comment? c'était chaud. Ah, c'était chaud. Mon vieux, il était en mode reste dans tes chiffres, quoi. Reste dans tes chiffres et tout. Déjà que j'avais déjà commencé en essayant de travailler alors que je suis encore en première année. Après, lui faire comprendre que je veux devenir mannequin, tandis qu'on sait tout ce qu'il y a, en fait, dans ce domaine-là. Et non, ah, c'était chaud. Ah, c'était un vrai combat, en fait. Dur à vivre de pas avoir cette acceptation de ton entourage, de tes parents? Euh, Ou ça va, tu le vivais assez bien? je le vivais juste pas. En fait, je n'y pensais pas. Je voulais juste faire ce que je voulais. T'étais dans ton truc, J'étais juste focus sur ce t'avançais. que je voulais. Juste focus sur ce que je voulais parce que je me disais, tu continues dans ce domaine-là, tu te fais des contacts parce que déjà tu shootes des mannequins. Donc tu es dans la niche, quoi. Genre, tu es vraiment dedans. Tu t'affilies avec des mannequins, tu les shootes, tu te fais un peu de sous, tu te mets à côté, tu te crées un réseau, tu augmentes ton réseau dans le mannequinat. Après, tu te consacres entièrement à la photo, ce que j'ai fait. Et tu as déjà une base, en fait. Parce que c'est pas vraiment facile pour moi de sociabiliser avec les gens et tout. Donc, si je suis déjà dedans, on se connaît déjà, on se côtoie. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, pour moi de continuer. Donc, les craintes, en fait, des parents, je dis, moi, je sais très bien ce que je veux. Donc, je compte pas juste rester là, être mannequin toute ma vie parce que je sais que de toute façon, on ne peut pas en vivre. J'utilise ça comme tremplin pour pouvoir me faire un carnet d'adresses avec même les designers. Parce que je suis mannequin, je bosse avec des designers. Donc au moment où tu shootes, tu sais que c'est pas vers là-bas que t'as envie d'aller. Tu sais que t'es clair avec toi-même à ce moment-là que c'est pour te faire un carnet d'adresses. En ce moment-là, en fait, j'aime ce que je fais. Sauf je continue de le faire, mais je bâtis ce que je vais faire demain. C'est comme ça que je continue en fait avec la photo. Je suis en contact avec des designers, je suis en contact avec des promoteurs événementiels, je suis en contact avec des mannequins et tout ça en fait. Quand je leur dis ah je suis photographe, voici ma page, voilà ce que je fais. Ok, intéressant. C'est toi qui as fait ça? Non, tu es mannequin? Ouais, 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 ouais. Et je vais aussi en cours quoi, je fais de l'économie. Ça c'est la tête des gens en fait, tu vois. Et tu es content parce que c'est à cette partie-là que quand tu dis que tu fais ah donc toi tu es intelligent, les gens À 20 ans en plus, qui plus est, tu vois. Et tout ça en fait que tu as toutes ces casquettes, on sait qu'on peut faire appel à toi sur différents trucs. Ouais. Si on t'appelle pas en tant que mannequin, on t'appelle en tant que photographe. Si on t'appelle pas en tant que photographe, on t'appelle en tant que mannequin, On en sait fait. que si on a besoin que tu fasses quelque chose, et que tu n'as pas les connaissances maintenant, tu vas trouver un moyen de Exactement. quand Et même arriver au résultat. tu as une plus grande facilité, en fait, à pouvoir teach à des mannequins qui sont devant toi. Pose telle manière, pose telle manière, pose telle manière, parce que toi-même, tu le fais déjà. Et c'est ça, en fait, qui a facilité le truc. Et le fait que je sois vraiment passionné, en fait, par tout ça, par la mode et tout, a fait que j'ai développé un certain talent en termes de qualité de retouche, en fait, qualité de visuel, qui, en fait, peut partager la vision du client que j'ai en face de moi. Non, c'est toujours intéressant d'avoir les deux côtés, Les deux d'être côtés. derrière la caméra et devant la caméra. On peut le prendre aussi dans le milieu startup. Le meilleur moyen, d'une certaine manière, de lever des fonds, c'est d'avoir travaillé en tant qu'investisseur dans un VC Exactement. qui devait juger des projets pour donner des fonds. Exactement. Tu comprends comment l'autre côté voit les choses, qu'est-ce qu'ils attendent de toi, etc. Donc, cette notion d'aller derrière l'autre partie, quoi, et de continuer ce que tu fais, c'est optimal d'une certaine manière. C'est vraiment ça, en fait. Ça permet de faciliter tout ça. Tu comprends beaucoup plus facilement tes clients. Tu comprends beaucoup plus facilement les acteurs parce que tu es aussi passé par là. Et, voilà. C'est ça. Vraiment intéressant, en tout cas. Et à ce moment-là, 2020, c'est le début de One Shot ou ça vient un peu après ça? Non, même avant. Parce que c'était un projet. C'était surtout une page Instagram. Dans le temps, tout le monde crée des pages Instagram et tout. Donc, je crée une page pour pouvoir montrer ce que je fais en tant que photographe à des clients pour qu'ils aient une vitrine. One shot. Faut déjà que je t'explique, en fait, pourquoi le nom One Shot, en fait. Vas-y. Quand je commençais à shooter au départ, j'ai une connaissance en tant que mannequin. J'ai une connaissance des choses bien faites. Comment est-ce que je veux que la lumière soit? Comment est-ce que je veux que le modèle devant puisse se placer? So, j'analyse tout ça. Place-toi comme ça, tac, tac, tac. Je mets la lumière, je fais tous les tests que je dois faire. Quand je shoot, la première photo, c'est la bonne. Et c'est comme ça, en fait, que le nom One Shot m'est venu. Parce que quand je shootais, c'était vraiment One Shot. C'est vraiment tac. C'est la photo. Ah non, non, c'est fini. Le shoot est, non, c'est bouclé. C'est bouclé, on peut bouger là, c'est fini. Et c'est comme ça, en fait, que le nom One Shot s'est trouvé. Et parce que c'était vraiment tac, One Shot, tac, 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 tac. Après, c'était en 2017, on tend un peu vers 2018,
que je trouve le nom, je crée la page, je poste le contenu que je fais, j'appelle mes amis mannequins, on fait des projets et tout. Je commence à bosser avec une agence de mannequins en fait qui voit ce que je fais et tout, parce que c'est vrai aussi, j'ai du talent dans le temps, j'ai de la compréhension dans le milieu parce que je suis en fait devant et derrière la caméra, mais je suis aussi cheap quoi en termes de prix parce que j'ai pas encore établi une certaine notoriété, une certaine renommée, donc voilà. Donc les gars arrivent à se permettre en fait de payer, voilà, tu vois. J'ai pas te dire ce qu'on me payait dans le temps là parce que vraiment c'était pas ça, mais en tout cas ça a très certainement permis d'apprendre. Petites et moyennes entreprises d'avoir de m'aborder en fait, de exactement. avec des... Surtout aider aussi mes amis mannequins parce qu'ils ont besoin de contenu pour pouvoir se faire connaître. J'apprends les shootants, je me fais un peu de tout, un peu de voilà, et puis je paie mes cours, ce genre de choses, voilà, c'est un peu ça. Et on avance comme ça dans tout cet écosystème là pour arriver à la fin de ma carrière de mannequin. Je me consacre beaucoup plus à tout ce qui est création de contenu, photo, chemin faisant, pas à pas, j'établis une certaine renommée, je bosse avec des clients de plus en plus exigeants, de plus en plus grands, des boîtes de com, des projets vraiment challengeants, je me fais du sou, j'essaie de monter un peu l'entreprise, je prends un studio, je me tourne vers la vidéographie. Un beau studio. Je me tourne vers la vidéographie. Je fais de la direction photo pour la vidéographie et j'intègre de plus en plus en fait cette partie vidéographie et réalisation dans One Shot. Donc là, je dépose la casquette de photographe, même si je fais encore des photos. Et là, je deviens producteur audiovisuel. Donc là, One Shot est déclaré comme société, entreprise pleinement, une société de production audiovisuelle. Ça, c'est quelle année? Ça, c'est l'année passée. Ok. Ouais, ça c'est l'année passée. L'année passée ou l'année fin de l'année surpassée. Mais j'ai exercé longtemps sans vraiment déclarer l'entreprise, tu vois. Okay. Et c'était vraiment one shot. Ok, c'est une entreprise, je bosse avec des entreprises, mais je ne fonctionne pas vraiment comme une entreprise. Voilà, c'était pas une vraie boîte. C'était pas une vraie boîte, en fait. Là, c'est vraiment l'année passée que je constitue tout le truc. Je prends une équipe, je prends un staff, voilà. Et là, c'est 100% de ton activité, one shot? One shot. Bon, ça englobe plein de choses. Tu prends tout type de projet, mais donc c'est toujours relié à one shot maintenant. Toujours relié à one shot. C'est vraiment 100% de mon activité, même si chemin faisant, en fait, j'ai fait plein de petits trucs en fait qui me permettent d'avoir de l'argent, réinvestir, faire remonter en fait, parce que dans ce domaine-là, tu as des périodes où tu as des clients, tu n'as pas de clients. Quand tu n'as pas de clients, faut pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est là que un certain moment en fait ouais, tu es plus étudiant là. Maintenant il faut payer les factures, il faut payer les factures, il faut même parce que je fais plein de breaks en fait dans ma carrière estudiantine parce que il faut pouvoir développer ce que je fais comme activité pour pouvoir me faire du sou pour payer les cours. La licence, tu l'as fait en combien de temps? La licence, je l'ai fait en 4 ans. Au lieu de 3 quoi. Au lieu de 3. J'ai fait la licence en 4 ans. Ouais. Est-ce que c'était pas un peu plus que ça? Non, j'ai fait la licence en 4 ans. Okay. En 4 ans. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a une équipe qui est vraiment affiliée à One Shot ou c'est à chaque fois seulement des indépendants avec qui tu travailles pendant les shootings, pendant les productions? C'est comment la structure de One Shot? Il y a une équipe vraiment affiliée à One Shot. Ok. Donc, je bosse avec des assistants. Je bosse avec un responsable commercial. Et à part ça, vraiment, disons, quand j'ai de grosses productions, je fais appel à des freelances. Okay. Par exemple, en ce moment précis, je ne peux pas, par exemple, me permettre d'engager à plein temps un vidéographe qui va bosser à plein temps dans l'entreprise. Donc, je bosse avec des vidéographes. Par manque de production, quoi. Il y en a pas une tous les jours, donc ça sert à rien d'avoir un vidéographe tous les jours. C'est clair. Il y en a pas une tous les jours, ça sert à rien d'avoir un vidéographe tous les jours qui va rester là et tout. Ouais. Sachant que je sais aussi faire de la vidéo. Ouais. Pour vraiment des projets, mais en vrai, je ne le fais pas. Je fais toujours appel à quelqu'un. De toute façon, comme disait ton père, on ne sait commander que ce que l'on essaie d'exécuter. Il faut savoir exécuter pour faire exécuter. Exactement. J'essaie de le faire moi-même. Je l'ai fait pendant un petit moment sur 2 projets vite fait et puis après je me rends compte que quand tu veux bâtir quelque chose de grand, il faut pouvoir bosser avec des gens qui partagent la même vision, qui soient freelance ou qui bossent dans l'entreprise. Tu fais grandir et puis plus il y a des contrats, plus tu fais appel à ces gens-là et puis voilà, c'est comme ça qu'on évolue ensemble et qu'on fait vraiment grandir. La vision derrière One Shot, derrière quand je
je déclarais en fait l'entreprise, même bien avant de déclarer l'entreprise, quand je me disais que bon, je vais vraiment en fait faire de ce domaine-là, de ce métier, ce que je veux faire dans ma vie, c'est de faire du contenu différent, quelque chose de particulier qui dépasse en fait les frontières de ce qu'on a l'habitude de faire dans la francophonie, parce qu'on le sait tous, les anglophones ils sont à un autre niveau et qui dépasse vraiment beaucoup de ça? beaucoup. Je m'inspire beaucoup des anglophones parce qu'ils sont à un autre niveau en fait, ils sont forts ces gars. Même dans le niveau start-up, tu vois, il y a des nouveaux incubateurs ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme M Studio, qui leur seul business model, c'est de reprendre des business models qui ont marché ailleurs dans l'Afrique anglophone et de les ramener ici dans cette Afrique francophone. C'est clair. Il y a clairement pas de mal, je pense. Après, il faut toujours adapter au marché, bien sûr. Il y a des choses différentes. Je suppose que tes clients qui sont francophones sont quand même différents des clients anglophones. Il y a toujours cette partie d'adapter. Mais voilà, l'inspiration, il y a vraiment pas de mal d'aller voir ce qui se fait bien ailleurs. C'est clair. Et ça ne doit pas, en fait, disons que ce que je copie le plus chez les anglophones, c'est l'initiative à la créativité. De nouvelles choses. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Essayer, voir ce que ça donne. Ça coûte rien d'essayer. Et c'est surtout ça, en fait, qui leur permet, en fait, de faire de nouvelles choses. Donc, ne pas rester, en fait, dans un cadre de, non, il faut forcément faire ça comme ça et comme ça va marcher. Non. C'est essayer, faire, échouer peut-être, se relever, essayer encore et puis faire quelque chose de beaucoup plus solide. Tu dirais qu'en Occident, la francophonie, etc., on est un peu plus trouillard, entre guillemets, on a plus peur de l'échec, plus de l'erreur, et du coup, on est un peu moins propice à innover, à créer de nouvelles choses, à idéaliser. Tout l'Occident francophone, certainement. Et même en Afrique, certainement, les francophones sont quelque part derrière. Quelque part vraiment derrière, je sais pas où, mais en tout cas derrière, quoi. Vis-à-vis, en fait, des anglophones qui osent vraiment. Tu regardes South Africa, tu regardes Nigeria, tu regardes presque tous les pays, en fait, anglophones. Ghana, qui, dans ces 5 années-là, a vraiment, en termes de vie culturelle, de vie créative, de contenu, de tout ce qui est de tout ce domaine-là fait un bond vraiment considérable, en fait. Et qui attire à un tel point des stars américaines, des stars qui viennent dans le pays, qu'ils essaient de développer des business là-bas, en fait, parce que ils essaient d'embrasser, c'est vraiment un petit pays qui n'a pas la taille du Nigeria ou qui n'a pas la taille de l'Afrique du Sud, mais qui, chemin faisant, en suivant le même esprit, en fait, d'essayer de faire des choses, en fait, cet esprit anglophone là qui pousse à essayer. Indépendant aussi, indépendant. Est-ce qu'il y a un peu, peut-être, enfin, c'est vraiment une idée que je pose là, mais tu vois, cette idée du self-made man, du self-made woman qu'il y a dans les pays anglo-saxons comme aux États-Unis, qui a pas forcément, enfin, qui a un peu moins en Europe, peut-être aussi par cet effet, tu sais, d'État-providence qui permet à tous les habitants, voilà, d'aller se soigner, d'avoir des chômages agréables, des retraites agréables, qui fait qu'au final, on n'a pas besoin de se mettre dans des situations inconfortables, d'aller entreprendre, d'aller oser des choses, alors que dans ces pays anglo-saxons, si au final on n'y va pas, on se lance pas, on prend pas le risque de faire quelque chose, on peut vraiment avoir des problèmes de santé, des problèmes financiers, parce que voilà, il y a pas tout ce backup derrière que donne l'État, et c'est peut-être dû à ça, l'indépendance que ces gens ont. Il y a un proverbe que tu connais certainement, que généralement les gens qui font le sport utilisent beaucoup. No pain, no gain. Ouais. Et je prends ça, je ramène ça en fait dans le domaine dans lequel on est, le domaine de la com. Si tu n'inities pas, si tu ne sais pas, tu ne crées rien de nouveau. Il faut sortir dans la zone de confort pour pouvoir faire des choses intéressantes. Donc sans souffrance, sans en fait inconfort, tu ne pourras pas en fait acquérir des choses nouvelles. No pain, no gain. Il y a aucun moyen. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut que le francophone véhicule. Parce que c'est un piège. En France, tu as des aides. Tu as vraiment du soutien de l'État qu'après l'État récupère avec les taxes et les impôts et tout. Oui, mais tu as toutefois cette aide-là que tu n'as pas en fait dans les pays francophones africains. Ouais. Se dire que suivre la mentalité sans prise de risque, zone de confort francophone dans les pays africains, c'est un gros piège parce que vous ne bénéficiez pas en fait des mêmes aides.
c'est ces aides-là, en fait, qui font que les gens sont déjà dans un petit cocon et se disent que pas forcément besoin de faire ça parce que de toute façon, même si je m'assois chez moi à la maison, l'État va aider Et et sur tout. plein de points, c'est très bien. Hein. Sur plein de points, c'est très bien d'avoir accès à la santé. Non, C'est formidable. c'est super bien. Moi, j'aimerais bien que toutes ces choses-là soient ici. Mais c'est des choses, en fait, qui, quand tu ne sais pas de regarder beaucoup plus au-delà de ça, tu t'es dit que, en fait, il y a cette thèse-là qui est là, puis la philosophie qui est véhiculée dans les pays francophones ici, et ils pensent en fait qu'il faut suivre cette idéologie-là parce que, à vrai dire, les francophones ne s'intéressent pas beaucoup en fait aux anglophones. Hein. C'est-à-dire, ils font pas en fait, ils essaient pas vraiment parce que il y a la barrière de la langue aussi qui existe, qui font qu'ils n'essaient pas en fait de voir la différence de psychologie entre les deux côtés. Donc, quand tu ne sais pas en fait ce qui se passe de l'autre côté, où là-bas c'est beaucoup plus initiative, essayer, échouer et réussir après, et que tu essaies de suivre en fait euh, 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 par ascendant psychologique en fait la psychologie, en fait la philosophie de la France ou des pays francophones occidentaux, tu t'es dit que tu vas suivre en fait la même manière de penser et tu vas réussir avec. Beaucoup de gens réussissent dedans, mais la majorité non. Ouais, clairement. Beaucoup, mais pas la majorité. Mhm. So, il faut adopter en fait l'esprit d'oser, essayer, échouer, reprendre encore. C'est surtout ça en fait qui va faire des pays francophones des pays où où on pourra faire de grandes choses. Et c'est cette philosophie là en fait, c'est cette manière de penser là qui a fait que j'ai créé One Shot. C'est cette manière de penser qui est le moteur en fait de One Shot Studio. Mhm. C'est vraiment ça en fait. C'est one shot, on y va, on regarde pas. On y va, faut juste y aller, peu importe ce qui est devant, on essaie, on voit ce que ça donne et puis on essaie encore. Et tu me parlais de l'équipe dans une boîte de production. On a besoin de. Tu as parlé d'assistants, mais on a besoin de quoi en fait pour se lancer? Ok, dans une boîte de production, tu as besoin de... Vous êtes combien Nous sommes en 5 full time? en tout. 5. Yeah. Ok. Dans une boîte de production, tu as Toi, besoin tu es de le beaucoup seul plus... fondateur, c'est ça? Yeah, je suis le seul fondateur. Tu as besoin de beaucoup plus que 5 personnes. Beaucoup plus que 5 personnes. D'autant de personnes même. Tu peux avoir même 1 million de personnes en fait qui bossent dans ta boîte si tu as 100 000, disons que si tu as 100 000 commerciaux qui vont déambuler en ville partout pour aller chercher des marchés, c'est tant mieux. Dépendamment des moyens que la boîte a, tu peux faire ou ne pas faire. So, une boîte de production a besoin de commerciaux pour pouvoir apporter les marchés. Sans marché, la boîte n'existe pas. Tu peux avoir, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde où tu peux avoir le statut d'une boîte de production, n'avoir aucun photographe, aucun vidéographe, aucun cinéaste dans la boîte, À chaque fois, avoir les travailler avec marchés et travailler avec des indépendants. freelancers. Donc sans marché, en fait, tu n'es absolument rien dans le film, en fait. Mais quand tu as à la fois cette force d'avoir des marchés et que tu as au sein de la boîte, en fait, la main d'œuvre fixe, tant mieux. Donc, pour une boîte de production, ça dépend en fait parce que la production audiovisuelle en fait il y a un peu deux côtés. Il y a ce qu'ils font pour la télé et au jour d'aujourd'hui ce qu'ils font pour le digital, l'affichage et ce genre de choses. Donc il y a le côté régie publicitaire, il y a le côté production de contenu pour différents types de médias en fait. So, tu peux avoir besoin en fait de pour une boîte de production complète de ces deux côtés-là, des gens qui gèrent en fait le côté régie publicitaire et des gens en fait qui gèrent le côté création de contenu. Donc photographe et assistant, vidéographe, directeur artistique. Quand je dis vidéographe, c'est vraiment en gros, mais dans la vidéographie en fait, tu englobes le cadreur, le monteur, l'étalonneur. Ça c'est des termes en fait assez techniques des gens qui savent en fait ce dont il s'agit. Donc le cadreur, le monteur, l'étalonneur, tu as un directeur artistique, tu as un chef opérateur, un directeur photo, tu as un chef machiniste avec le machiniste sur les côtés en fait pour soulever tout ce qu'il y a à soulever, diriger les grues et tout ça. Tu as le chef électricien et son équipe. Tout ça c'est des gens en fait qui interviennent dans une société de production audiovisuelle. Et tu as tout ce qui est
tout ce qui est assistant en fait, parce que tous ces gars-là, ils ont tous besoin d'un assistant. Ça, c'est vraiment les rôles phares en fait de gens dont tu auras besoin dans une société de production. Et le sourcing des nouvelles entreprises. Bon, déjà pour les entreprises, c'est des spots publicitaires, des photographies avec leurs produits. Spots publicitaires, photographies, photoshoot, banque d'images, banque vidéo, ce genre de choses. Ok. Et le sourcing de ces entreprises-là, tu parlais de commerciaux qui se baladent pour aller chercher ses clients. Toi, c'est quoi ta technique vis-à-vis de ça? Tes clients, ils viennent d'où? De ton réseau, Alors, je suppose, c'est surtout du réseau. Ok. C'est surtout du réseau, du bouche à oreille, mais aussi de la communication sur les réseaux sociaux, tous les visuels que je poste, que je reposte. Tu travailles quand même avec des marques comme Uniwax, des marques, voilà, de grosses entreprises quand même. Et ça, ce sourcing-là, c'est vraiment, tu as rencontré les représentants commerciaux d'Uniwax, par exemple, et après vous avez commencé à travailler ensemble? En Côte d'Ivoire, on dit relation est mieux que diplôme. Relation est mieux que diplôme. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est comme ça en fait que tu arrives en fait à te faire des marchés. Mais bien sûr, quand tu es constitué en tant qu'entreprise à part entière, tu as la possibilité de répondre à des appels d'offres, par exemple. Mais même pour répondre à des appels d'offres, il faut que tu sois dans le registre des différents services achats dans des potentielles entreprises, en fait. Donc, il faut que tu connaisses quelqu'un qui te fasse entrer, en fait, dans le registre de tel service achat, puis de tel service achat. Comme ça, quand ils ont des besoins en termes de contenu, qu'ils fassent appel à toi, en fait, ou qu'ils fassent un appel d'offres auquel tu souscris, voilà. Et voilà, si tu es retenu, et puis tu prends le marché. Sortir de son studio et aller à des événements de networking, de réseautage. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Ces acteurs, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Je dis c'est ce qu'il faut faire. Je dis pas que c'est ce que je fais parce que je me connais bien. Je suis quelqu'un de très casanier. Donc, je réseaute très peu, ce qu'il ne faut pas forcément faire parce que j'aurais beaucoup plus de marché, beaucoup plus de clients, en fait, si je le faisais. Mais c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise. Donc, je m'entoure, en fait, de gens qui ont la capacité de pouvoir m'apporter, disons, tout est fait de manière stratégique, hein, pas forcément calculé. Tu travailles peut-être avec des commerciaux, des business développeurs qui font cette partie un peu de réseautage pour toi. Yeah. Parce que, en vrai, certaines personnes ne bossent même pas avec des commerciaux, hein. Ils ont une boîte de production et tout, et puis c'est juste, ils se font voir un peu partout, ils sont connus, voilà, ils sont dans un certain cercle, donc ils ont facilement en fait l'accès à certains marchés et tout. Mais voilà, moi j'ai ma manière de faire. Ok. Je voulais te demander, Daniel, je sais pas si tu auras réponse à la question comme ça, mais cet univers des boîtes de production, du shooting, du design, est-ce qu'il est fort différent de l'univers qu'on a en Europe, en France, en Belgique, etc. Est-ce que là, comme ça, tu vois un peu des différences, des challenges qui sont différents, peut-être des façons de travailler qui font que c'est complètement différent de peut-être lancer une boîte de prod ici ou une boîte de prod à Paris, quoi. Oh, je pense que déjà, je ne dois pas parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Parce que sur le terrain à Paris ou à Bruxelles, en Belgique et tout, je ne l'ai pas tâté. Je l'ai pas vécu. Des retours de personnes que je connais, etc. Disons que de ce que je vois et des retours des personnes que je connais, en fait, ce sont des domaines très concurrentiels où tu as une facilité d'accès au matériel qui n'est pas forcément le cas dans nos pays ici. Donc, disons, pour une caméra de 1000 euros que tu vas acheter, te faire livrer à 1000 euros juste en France. Ici, tu vas avoir la même caméra pour 1500, 1750 euros, quoi. Avec les frais de douane et tout ça. Pour tout, j'ai l'impression ici. Yeah. Tout flambe ici. Même juste le prix de la nourriture, voilà, des ingrédients, etc. C'est juste importé, c'est juste atroce. Avec l'inflation aussi, rien ne s'arrange, la crise économique et tout ça, rien ne s'arrange, quoi. Mais ce qui est certain, en fait, c'est que là-bas, il y a beaucoup plus de facilité dessous. La concurrence est très rude là-bas. Comparativement à ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où la concurrence c'est un peu, disons que dans le top, les gens, en fait, qui arrivent à bosser avec de grandes entreprises et qui font un travail vraiment qualitatif, qui se font démarquer, ne sont pas vraiment nombreux. Non, même pas nombreux, ils sont peut-être 5. Okay. Mais tu as une flopée de gens, en fait, qui font tout et n'importe quoi et tout. Qui sont un peu dans tout, quoi. Tu vois. Et là-bas, il y a peut-être de la concurrence. Quand tu es un peu dans le top, c'est clair que il y en a pas vraiment, en fait. Tu as ta particularité. Chacun des gens ici dans le top ont leur particularité, en fait, qui va faire que, en fait,
tel client va vouloir bosser avec telle personne et telle personne. Donc c'est tant mieux parce que lui, il sait ce qu'il recherche. Du coup, chaque client va s'orienter plus ou moins en fait vers le besoin qu'il a vis-à-vis d'un contrat ou d'un projet et tout. Donc c'est comme ça que ça se passe ici. Donc ceci n'est pas pour dire que c'est facile, parce que qui est vraiment en fait 5 personnes au top et puis tout le reste en bas qui est en train de se battre un peu ne veut pas dire que les 5 personnes ont équitablement des marchés. Ce n'est pas vraiment le cas. Ça reste aussi une question de réseautage, une question d'être dehors et de se faire voir pour pouvoir attirer, parce que tu peux attirer 1-2 clients à l'année, tandis qu'avec du networking, du réseautage et de la communication, tu t'attires 100 clients à l'année. So, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, pour la relation en fait qui existe entre ou les similitudes qu'il y a entre ici et là-bas, disons que toute chose en fait, c'est être dans le temps et se réinventer. Parce que la technologie avance tellement rapidement, évolue tellement rapidement, en fait, qu'il faut être toujours dans l'air du temps, toujours apprendre, comprendre et appliquer. Toujours. C'est-à-dire, si tu as une connaissance, en fait, d'un logiciel qui date de 2017, évolue avec 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2023. Faut même anticiper en fait ce qui vient. À un certain moment en fait ça devient de l'anticipation, parce que au jour d'aujourd'hui, la production c'est quand même un métier assez technologique. C'est ça. Avec plein d'outils qui évoluent. Et au jour d'aujourd'hui en fait, si tu n'anticipes pas, au bout de 5 ans, tu risques en fait de te retrouver avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'IA, qui va te faire des campagnes alors que le gars est juste assis devant son ordinateur. Toi, tu as tout le matériel, tu as ton studio et tout, mais on t'appelle pas parce que on arrive à faire ça devant un ordinateur. Là, le budget, il est coupé, là. Mais par contre, si tu fais vraiment les choses bien et que tu mets ton âme, tu mets un peu ton art, c'est ce qu'on appelle de l'art, mais en fait, comment est-ce que les choses avancent? Les entreprises ne calculent pas forcément ça. Les entreprises veulent se faire du chiffre. Elles divisent les budgets, en fait, en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qui est beaucoup plus facile à réaliser, beaucoup plus facile à faire. Il faut toujours, en fait, si tu sais que l'intelligence artificielle va te piquer ton job parce que tu anticipes bien, il faut pouvoir développer, en fait, un talent ou une équipe qui va pouvoir s'occuper de ça au lieu que l'entreprise engage des gens pour le faire. Donc, pour quelqu'un qui ne maîtrisera pas, qui va essayer de le faire sur son ordinateur et tout, toi, tu peux développer une équipe qui va faire ça de manière parfaite avec l'IA ici. Et tu essaies de fournir, en fait, ces services-là à des entreprises. Par exemple, vous voulez faire des campagnes, bon, disons que moi je suis photographe, mais au jour d'aujourd'hui avec l'IA on a la possibilité de le faire sans vraiment faire un shooting. Moi j'ai toute une équipe en fait qui peut vous faire une campagne digitale sans appeler aucun mannequin, sans appeler aucun photographe, et puis voilà le coût. Moi c'est le service que je propose. C'est comme ça en fait qu'on se réinvente à chaque fois pour pouvoir rester dans l'air en fait dans ce métier-là. Ok. Et déjà, au jour d'aujourd'hui, l'IA, ça représente déjà une menace pour ce que tu fais en tant que boîte de production ici en Afrique de l'Ouest? L'IA représente une menace pour les gens en fait qui anticipent et qui ont une vision à long terme. Il faut déjà penser très loin. Moi, je me dis, dans 5 ans, il y aura beaucoup moins de photographes, advertising, qui font du commercial en fait, qui font des campagnes commerciales qui seront sollicitées. Parce que tu prends une image avec un téléphone, 2 personnes, tu les mets dans Photoshop, IA, tu fais juste une recherche, voilà, mettre une tasse de café de même telle des marque. générations d'images comme Midjourney, tu vois. Vite fait, tu as tout en fait dans la main. Donc imagine, là on est quoi? On est à 1 an que ça a été créé, 1 an ou du moins ça continue d'évoluer quoi. Donc imagine en fait dans 5 ans ce que ça sera. Et là en fait, tu as des gens en fait qui vont se retrouver au chômage. Il y a déjà des gens qui se retrouvent au chômage. Moi, à un certain moment, tu peux faire appel à quelqu'un. Si tu as une page sur un influenceur par exemple, que tu fais des posts et que tes posts ont généralement besoin de texte avec une certaine envolée lyrique, tu fais appel à quelqu'un en fait qui a l'habitude de faire ce genre de choses, qui a l'habitude d'écrire. Au jour d'aujourd'hui, ChatGPT, tu tapes, tu mets les mots-clés, si c'est précis, ça te sort un truc tranquille, tu copies, tu postes. Comment ces influenceurs, ces photographes, ces réalisateurs, ces producteurs peuvent s'adapter pour faire un peu persévérer leur art, leur industrie avec l'avènement de l'IA? C'est apprendre, rechercher, essayer de voir en fait qu'est-ce que l'IA fait. Qu'est-ce que l'IA fait? L'IA fait telle chose facilement, mais l'IA ne fait rien d'elle-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir, en fait, taper sur telle touche pour que ça puisse faire ça? C'est dans ça qu'il faut se former.
C'est se former, en fait, c'est apprendre comment utiliser l'IA dans tel domaine, comment utiliser l'IA dans tel domaine, comment utiliser l'IA dans tel secteur d'activité. Il faut, en fait, apprendre ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut anticiper, voir beaucoup plus loin et déjà, en fait, comme on dit, mieux vaut aller à la guerre, en fait, paré avec toutes les armes, même celles dont tu n'en as pas besoin, qu'arriver devant ton ennemi et puis voir qu'il y a une arme qui te manque. Tu anticipes déjà, tu essaies d'apprendre, de te former, d'avancer avec l'heure du temps. Avec ça, tu sais que si ça arrive, tant mieux, tu es préparé. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Okay. Tu vois, c'est un peu ça. Ok. Et juste pour avoir une idée de voilà en Côte d'Ivoire comment ça se passe, imaginons un spot publicitaire d'1 minute, c'est quoi le cachet qu'une entreprise paye? Ouh, pour un spot publicitaire d'1 minute, là encore ça dépend en fait du réseau d'influence de l'acteur que tu engages. Ou tu demandes ça pour celui qui produit en fait le contenu. Non, ça dépend. Donc un mannequin très connu d'office, l'agence va payer plus c'est clair. pour avoir ce spot publicitaire. Clair. Après aussi, les prix pour ceux qui produisent le contenu varient. On a en fait quelque chose qui se passe sur le domaine qui est que tu as des gens qui, fraîchement, ont un appareil photo hybride, c'est nouveau, il y a de nouvelles fonctionnalités dessus. Ils ont encore en fait la hargne de faire des recherches sur l'ordinateur, les nouveaux logiciels et tout, et qui viennent, ils rentrent comme ça, genre, dans le domaine, et puis ils bradent des prix, quoi. Alors qu'ils font sortir une qualité qui est de plus en plus poussée avec, même quand on est débutant, avec ces nouveaux appareils qu'on a. Donc, tu as ces gens-là, en fait, qui arrivent à faire des choses qui sont pas mal. Pas aussi qualitatifs que ceux, en fait, qui maîtrisent, qui ont de l'expérience dans le domaine, mais des choses assez acceptables, parce que même aujourd'hui, avec le téléphone, on voit ce qu'on peut faire avec un téléphone. Ils font des choses assez acceptables, et en fait, qui bradent en fait le marché en facturant des prix vraiment dérisoires, quoi. Un truc que avec tout l'effort et tout ce que tu as appris, toute l'expérience et toute la sueur que tu peux mettre en fait dans un travail, tu facturais par exemple à 1 million de francs. Les gars peuvent te faire ça à 25 000 parce qu'ils viennent de commencer, ils n'ont pas vraiment d'expérience, ils se lancent dedans et puis ce qu'ils font est pas mal, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, les entreprises sont de moins en moins exigeantes vis-à-vis de l'esprit. Ils sont plus attirés par le prix. Par le prix, en fait. C'est plus cette optique-là, parce que tout devient assez acceptable. En 2004, quand tu as une qualité d'un appareil photo et puis tu as la qualité d'un téléphone qui a un appareil photo, c'est clairement différent. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui sort d'un appareil photo et ce qui sort d'un téléphone, il faut vraiment être dans le domaine pour voir la différence, en fait. So, ils bradent un peu les prix en donnant, en fait, tout et n'importe quel prix. Ce qui fait que ça varie vraiment, ça dépend vraiment de la stratégie. Certains... Toi, t'essaies de te placer un petit peu plus premium, tu sors un petit peu de ce lot-là? J'essaie de me placer un petit peu premium, en fait. Parce que je mets beaucoup de temps, en fait, à ficeler les produits que je fais en pré-production comme en post-production. Donc, même si je le voulais, ça demande beaucoup de charges pour pouvoir, en fait, avoir des productions d'une telle qualité, en fait. Et il faut que le métier paye son homme. Pour pouvoir justement avoir la possibilité d'investir, de réinvestir, de faire des choses encore plus grandes. Sinon, tu factures juste pour tes charges et c'est tout. Tu n'as pas la possibilité les leçons de quand tu vendais les t-shirts. Exactement. Il faut que tu aies assez en fait pour pouvoir épargner, pour pouvoir réinvestir, et pour pouvoir gérer les charges. Donc ça, c'est 3 côtés en fait qui demandent à ce que la facturation soit à un certain niveau. So, pour revenir en fait à ta question, dépendamment du projet en fait, tu auras Prenons toi One Shot avec des mannequins qui sont connus sans être au top, sans être inconnus. Pour un client moyen, juste pour avoir vraiment une idée un petit peu du marché. Il y a vraiment pas il y a peut-être une base de facturation, un prix vraiment minimal que le client aurait à payer, mais il n'y a pas de limite. Parce que dépendamment en fait de la durée, dépendamment du projet, dépendamment en fait du nombre de plans, des besoins spécifiques en fait, de tout ce que le client veut mettre en avant dans la vidéo, en fait, le prix change d'un bout à l'autre. So, si je dois dire peut-être une base de facturation vraiment minimale, ce serait pour moi, pour mon entreprise, ce serait 1 million de francs CFA. Donc 1500 €. Quoi. Et après, ça peut monter quoi, jusqu'à 10 millions? Ça peut monter jusqu'au budget de la Banque mondiale. ça peut aller crever le plafond. Tu me demandes de te faire une production comme les films Marvel. Tu vas payer des millions de dollars pour ça.
Ok. Ça, c'est vraiment le besoin. Mais si on reste en fait dans le cadre du commercial, ici en Côte d'Ivoire, il y a des campagnes qui vont jusqu'à 150 millions de francs CFA. Yeah, voilà. On avance tout doucement, on arrive vers un peu voilà la fin de tous ces différents parcours que tu as eu à l'intérieur d'un seul gros parcours au final, parce que tout ça un peu t'a mené en synergie par du réseautage, de l'expérience, l'apprentissage. Je voulais te demander quel est le plus gros challenge pour une boîte de production? C'est quoi la chose la plus difficile à mettre en place, la chose qui a été vraiment la plus challengeante à tes yeux? Pour monter l'entreprise. Donc un peu plus spécifique sur la boîte de production. Et la question d'après, je vais te demander un peu voilà par rapport à l'entrepreneuriat plus en général. Donc si maintenant voilà tu peux être un peu plus spécifique sur une boîte de production, quels sont les challenges vis-à-vis de ce secteur-là? Mes challenges à moi personnellement en fait c'est de pouvoir pallier et m'organiser entre les études et l'activité et mon entreprise. Ça, c'était vraiment le plus gros challenge, en fait, parce que Ok. tu mises sur plusieurs fronts. Sur la famille, sur les études et tout. En même temps, tu dois faire grossir ton business et tu as tes propres charges de vie, toi. Ça a été vraiment ça le challenge. À part ça, la grâce à avoir des clients de plus en plus haut, de plus en plus, en fait, compréhensifs de ce que ça demande de faire ce que je fais. C'est pas vraiment acquis, mais c'est quelque chose qui, tout doucement, se fait. Ok. La plus grosse difficulté pour moi, en fait, c'était de pouvoir gérer tout ça en même temps et réinvestir assez dans l'entreprise pour la Ok. faire grandir comme je veux. Mhm. Après, dans le domaine, en fait, le plus gros challenge qu'il y a, c'est le networking, c'est le réseautage. Ok. C'est le réseautage parce que, comme je dis, en fait, t'as ces gens-là qui viennent Il et y a qui assez arrivent. d'événements, assez d'opportunités d'aller networker ou pas? Il y en a assez. Ok. Mais il Il y en faut a aller assez ici en Côte les d'Ivoire. chercher, les Oui, il saisir. faut aller les chercher. Ou il faut les créer. Il y a toujours possibilité de créer. Le besoin, il se crée. Il y a des choses qui n'existaient pas. Il y a des besoins, en fait, qui n'existaient pas il y a 30, 35 ans au jour d'aujourd'hui qui ont été créés par des entreprises et qui, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui sont comme du b.a.-ba, en fait, des besoins de l'homme. So, le besoin, il se crée aussi. Il Ok. faut pouvoir essayer de nouvelles choses, tester de nouvelles choses pour pouvoir créer, en fait, du besoin. Tout ça, ça crée un esprit de consommation et de consommation, mais le monde évolue comme ça. Tu fais parfois des événements ici un peu où tu invites des gens juste pour voilà Je fais networker, avoir une parfois des discussion. événements. Alors ici, en fait, c'est un studio en fait que je dissocie de la boîte de production. Sur ce studio, elle Ok. a sa propre vie. C'est un studio que j'appelle The Space. The Ok. Space, en fait, est un studio de production, un studio de location, un studio en fait qui accueille tout ce qui est art, des expositions, des événements, des pop-up, de la vidéographie, de la photographie. Donc c'est vraiment un espace vierge que chacun Ok. vient meubler en fonction de l'esprit qu'il a. On loue combien ton studio avec tout le matériel Euh, à une journée? ça dépend de la production. Si tu veux faire un Ok. shooting, si tu veux faire Ok. une émission, si tu veux faire un clip vidéo, si tu veux faire Mais tu envoies une équipe qui installe aussi pour le client? Oui, bien Il y sûr. a vraiment tout le Yeah. service? Ok. Mais disons un shooting classique, c'est quoi? C'est 1 million? 2 millions? Un shooting classique, un shooting À la photo. journée? Ouais. Un Avec shooting l'équipe photo, et le ça matériel qu'elle a. dépend. Disons que j'ai commencé beaucoup plus avec les particuliers, mais que je bosse beaucoup avec Ok. les entreprises au jour d'aujourd'hui. Pour une entreprise, Mais pour disons. une Ouais. entreprise, disons, base de facturation vraiment, minimal comme prix, c'est 750 000 pour le shooting. Ok. Pour un Donc shooting 1 000 € à peu commercial. près. Minimum 750 000 francs pour un shooting photo 1 200 €. commercial. Pour la production vidéo, comme je t'ai dit, Ok. 1 million minimum. Yeah. Ok. Ok. Super. Je vais finir cet épisode, Daniel, avec une dernière question. Un petit peu plus voilà d'inspiration, peut-être quelqu'un qui nous écoute, pas forcément quelqu'un qui serait tenté par le milieu voilà du shooting, de la communication, de la production, mais voilà dans l'entrepreneuriat dans son état le plus vague et à travers les différentes expériences que tu as eues, et quelqu'un voilà qui n'a, disons, peut-être jamais vraiment touché à l'entrepreneuriat, qui est inspiré par ça et quelque chose qui l'attire, qui l'intrigue, il a envie de se lancer là-dedans. Toi, quel serait ton meilleur conseil pour cette personne qui a peu ou pas baigné dans cet écosystème? Ça, c'est une question à laquelle j'ai toujours voulu répondre. Quelqu'un, en fait, qui ne sait pas où commencer.
il faut développer son talent. Avec le talent, tout vient. Quelqu'un qui t'arrêterait et qui te dirait mais moi je sais pas, j'ai pas de talent, comment ça? Comment je trouve mon talent? Comment tu trouves ton talent? Ça, c'est une très bonne question. J'ai l'habitude, en fait, parce que ça m'arrive très souvent, en fait, d'avoir ces discussions avec des gens. Moi, je sais pas, en fait, c'est quoi mon talent. Des gens qui peut-être même sont déjà dans le milieu professionnel, qui travaillent. Mais je sais pas c'est quoi mon talent. J'ai juste fait économie et tout, finance un peu. Donc là, je suis comptable, voilà, tac, tac, tac et tout. Je sais pas, en fait, quel est mon talent artistique, créatif. Ah non, non. La question que je pose, en fait, c'est qu'est-ce que tu ferais comme travail, comme activité, si tu savais que tu avais juste assez pour pouvoir t'habiller, manger et vivre? Okay. Quelle serait en fait l'activité que tu ferais? Donc, disons qu'on ne te paye même pas, mais tu as juste assez en fait pour pouvoir vivre, manger et tout, c'est-à-dire le strict minimum. Naturellement, dans quoi tu irais? Dans quoi tu irais? Okay. La réponse à cette question-là, c'est ce que tu es censé faire. Déjà, c'est ce que tu es censé faire. Donc, quand tu essaieras, parce que c'est ce par quoi tu es passionné, c'est ce que tu ferais en fait, même si tu n'as pas la possibilité d'acheter une voiture ou de voyager ou de vivre ou voilà, c'est ce par quoi en fait ton cœur est attiré. Et ça, en le faisant, en essayant, en le faisant plusieurs fois avec la passion, le talent va se développer. C'est comme ça en fait qu'on trouve son talent. Non, c'est très bien. C'est aller voir ce qui nous drive naturellement, un peu regarder par le passé les choses qu'on a un peu faites volontairement, tu vois, des petites activités de création, parce qu'il y a plein de formes d'entrepreneuriat que chacun a fait dans sa vie, mais on s'en rend pas forcément compte que c'est de l'entrepreneuriat, mais juste voilà, faire des t-shirts quand on a 16 ans ou faire même voilà des réels sur Instagram ou faire une vidéo YouTube quand on a 12 ans, ça reste de l'entrepreneuriat au final. Exactement. Et un peu, je pense, décortiquer les raisons de pourquoi on a fait ça naturellement sans qu'il y ait aucune force extérieure et voilà, aller voir là-dedans ce qui peut nous mener à notre talent et à notre aventure entrepreneuriale. C'est clair. Et toujours se réinventer aussi. Toujours se réinventer. Il faut le toujours design, le shooting, les t-shirts. C'est ça. Il faut toujours essayer il faut jamais en fait avoir peur d'essayer de faire. C'est intéressant de échouer. C'est quand tu échoues que tu fais. La meilleure approche en fait, une approche réussie, c'est une approche que tu fais. Une fois que tu l'as fait cette approche, tu l'as réussi. L'aboutissement, en fait, le résultat, c'est pas le plus important. Il faut juste le faire, il faut juste essayer, il faut juste tester, c'est tout. C'est ça la recette. Et ça dès aujourd'hui. Et ça dès aujourd'hui. Yeah, dès aujourd'hui, dès maintenant. Daniel, trop cool. Merci d'avoir partagé. Merci à toi, Sacha. T'es plusieurs vies dans une vie, on peut le dire. Et c'est pas encore fini, ça c'est juste le début. C'est pas encore fini, ouais. Tu n'as que 25 ans, 25 ans, yeah. Hâte de voir où ça va te mener, où ça va te nous mener, hâte de voir la suite de nos aventures. J'ai aussi hâte que toi. Aussi hâte de voir où est-ce que tu vas emmener Mind My Business, le podcast. Merci beaucoup à toi. C'était une très belle expérience. Je vais mettre des réseaux dans la description, mais si tu veux en partager déjà ici, tes réseaux perso, les réseaux de One Shot. Yeah. Alors, One Shot, c'est One Shot Studio-8 sur Instagram. Et voilà, c'est la seule page que vous avez besoin de suivre si vous pouvez voir en fait mes activités. Et vous aurez en fait dans les crédits ma page personnelle Daniel Damessi. Daniel Damessi, et vous pourrez suivre en fait mon voyage, qu'est-ce que je ferai comme activité après qui va décliner de One Shot ou voilà, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un qui est intéressé par ce milieu peut t'envoyer un message? Oui, bien sûr, parce que je suis toujours en recherche en fait de travailler avec des esprits qui collent à la vision de ce que je veux faire, de ce que One Shot doit faire, qui est de révolutionner le système en fait, l'idée et la philosophie en fait derrière la création de contenu dans le domaine francophone. Donc tous ceux qui se sentent en fait l'envie, qui se sentent la passion de vouloir créer quelque chose de nouveau en fait dans ce domaine sont libres de me contacter. Je serais ravi de les accueillir, de travailler avec eux. C'est juste la passion que ça demande et un esprit d'initiative, c'est tout. Pas besoin de qualification. Okay. Il faut juste une passion. C'est tout. Tout sera dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu, que Daniel aura eu l'occasion de vous éclaircir un petit peu sur le monde de la communication, de la production en Côte d'Ivoire. Et Daniel, on se tient au courant, on est ensemble. Allez. Hâte de voir la suite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.